Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire Territoire et Transition organisé par Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, votre centre de ressources sur le développement local. Les rappels étant faits, nous allons pouvoir rentrer dans le sujet de ce webinaire qui est aujourd'hui dédié à la place des acteurs économiques dans les transitions territoriales. Les transitions territoriales, vous le savez, appellent des transformations dans la conduite des politiques territoriales. Quels sont les apports des acteurs économiques dans ce contexte? Comment les acteurs publics travaillent avec les acteurs économiques dans ce sens? Quelles sont les évolutions notables? Pour aborder ces différents points, nous vous proposons plusieurs séquences. Nous bénéficierons tout d'abord d'une conférence introductive de Marilyn Filippi, professeure d'économie à Bordeaux Sciences Agro, puis nous recevrons deux acteurs économiques ainsi qu'un territoire qui nous feront part de leurs témoignages et temps de témoignage qui sera suivi d'un temps de croisement des regards. En conclusion, les pilotes de l'animation, qui sont l'État, la région et l'ADEME, interviendront pour montrer les liens qui existent entre les politiques qu'ils peuvent déployer à leur échelle et l'action des territoires. Notre webinaire est prévu pour se terminer à midi au plus tard. Je vais inviter Marilyn Filippi pour ce premier temps à nous rejoindre sur le plateau et pour sa conférence introductive sur la responsabilité territoriale des entreprises. Bonjour Marilyn. Bonjour Julia. Marilyn Filippi, vous êtes professeure d'économie à Bordeaux Sciences Agro et chercheuse associée à l'INRAE AgroParisTech et Paris-Saclay. Vous êtes également co-rédactrice en chef de la Revue internationale de l'économie sociale et membre du comité éditorial du comité de recherche Europe de l'Alliance coopérative internationale. Membre également du conseil scientifique de la chaire territoire de l'ESS et vous me le rappeliez en arrivant que vous êtes également membre du comité scientifique national de l'ADEME. Vous avez dirigé la rédaction de l'ouvrage La responsabilité territoriale des entreprises en 2022, écrit avec un collectif de chercheurs pour la chaire territoriale de l'ESS de Sciences Po Bordeaux. Vous travaillez également sur un programme de recherche dédié à cette notion qui intègre des études de cas en Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes très heureuses et très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Vous allez nous permettre d'approfondir cette notion. Et puis, on est aussi très heureux de vous avoir parce qu'on va vous demander de porter un regard sur les différents témoignages qui vont nous être offerts et aussi échanger avec les témoins présents aujourd'hui. Nous vous proposons donc une mini-conférence dirigée par Marilyn Filippi pour un focus sur la responsabilité territoriale qui va nous permettre de nourrir notre réflexion sur la question du rôle des acteurs économiques quant aux transitions territoriales. Marilyn, merci et c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui sont en ligne. Alors c'est moi qui suis vraiment ravie de participer à cet événement et puis de pouvoir dialoguer. Et c'est un grand honneur de pouvoir travailler sur cette question-là avec vous. Ce que je trouve remarquable, c'est effectivement de prendre le temps. On prend, je trouve, avec ce webinaire, de pouvoir prendre le temps de discuter, de poser la notion, de pouvoir l'éclairer et de pouvoir en discuter. Et donc, pour cela, vraiment, je vous en remercie. Alors, effectivement, la question de la responsabilité territoriale, c'est une question qui est aux agendas de recherche, mais également aux agendas des acteurs, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés. Alors, pourquoi cette notion, elle est intéressante et pourquoi, finalement, quand on parle de responsabilité territoriale, tout de suite, ça incite à la curiosité, ça incite aussi à un regard positif sur mais qu'est-ce que ça peut apporter et comment ça peut devenir levier pour les transformations, pour les transitions. Alors, cette notion de responsabilité territoriale des entreprises, effectivement, lors d'un sondage Harris pour ESS France en 2022, avait souligné que 96% des personnes interrogées considéraient que les entreprises devaient avoir une responsabilité vis-à-vis de leur territoire. Alors, ça interroge beaucoup et finalement, comment définir cette responsabilité territoriale ? Cette notion de responsabilité territoriale, c'est une notion finalement assez récente.
Il y a des prémices un petit peu de cette notion-là, mais en fait, ce qui a déclenché, je dirais, l'intérêt, c'est finalement un rapport de la plateforme RSE en 2018 qui était dédié à cette question de la responsabilité territoriale des entreprises. Et donc, dans ce contexte-là, on s'est dit, mais tiens, est-ce que c'est une notion nouvelle? Est-ce que c'est quelque chose qui est finalement une notion déclinée? Et on va le voir notamment en lien avec la responsabilité sociale des entreprises. Alors, on n'avait plus de travaux et finalement, au niveau avec la chaire TRESS de Sciences Po Bordeaux et avec Timothée Duverger, on s'est questionné sur finalement qu'est-ce que ça nous dit de cette responsabilité territoriale. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mené un travail en deux parties parallèles, je dirais, ou en tout cas deux dimensions. D'une part, on a réuni des acteurs, des collectivités territoriales, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, comme des coopératives, des associations, des fondations, et puis des chercheurs. Et nous avons discuté en fait de qu'est-ce que ça disait des pratiques sur les territoires, de pratiques concrètes. Et cela a donné lieu à un livre blanc qui est accessible en ligne. Et d'autre part, on a mené un travail de réflexion avec des chercheurs en se disant mais qu'est-ce que ça nous dit de cette notion-là? C'est quoi la responsabilité? Revenir sur ce qu'est la responsabilité, revenir sur ce qu'est le territoire, comprendre les processus de développement à l'œuvre. Et ça nous a amené à produire donc un livre collectif, effectivement, en 2022, pour dessiner les contours de cette notion. Et suite à cela, nous avons déposé un programme de recherche en Nouvelle-Aquitaine, qui est financé par la région, par la Caisse des dépôts, Banque des territoires, et par Régaz, avec un certain nombre de dispositifs. Donc ce programme de recherche, il a une particularité, c'est qu'en fait, il mobilise quasiment une trentaine de dispositifs sur toute la Nouvelle-Aquitaine pour travailler, expérimenter cette question de responsabilité territoriale. Alors, les dispositifs sont très intéressants. Vous allez avoir un petit témoignage tout à l'heure avec Adam. Mais l'idée, c'est de regarder finalement qu'est-ce qui concrètement se joue sur les territoires et pourquoi finalement cette notion, elle vient sur l'agenda. Elle vient sur l'agenda de recherche, elle vient sur l'agenda des acteurs, publics et privés, parce qu'aujourd'hui, on est face à un monde où on a le dépassement des limites planétaires, où on est dans un contexte de changement climatique terrible, qui contraint les populations, qui vulnérabilise les populations, les territoires, et que finalement, face à ça, l'idée, c'est que les territoires vont être le lieu, et c'est notre hypothèse de recherche, le lieu de création de nouvelles solutions et de leviers pour les transitions. Alors, tout ça nous amène à quoi? Nous amène à, finalement, au sein de ce programme de recherche et des différents dispositifs qu'on est amené à développer. Nous avons une étude, par exemple, sur la MGEN en responsabilité territoriale au niveau national, de regarder finalement comment les acteurs travaillent ensemble sur les territoires pour répondre à leurs besoins. Et donc la responsabilité territoriale des entreprises, telle que nous l'avons définie, c'est un entreprendre en collectif et en responsabilité pour le bien commun. Donc l'idée, c'est de regarder comment finalement les acteurs, concrètement, sur les territoires, vont construire des réponses qui sont des réponses à des défis qu'ils ne peuvent pas relever seuls. À la fois parce que ces défis, ils relèvent effectivement des grands défis, des changements climatiques, perte de la biodiversité, gestion de l'eau, etc. Mais aussi accroissement des inégalités économiques et sociales. Et on le voit dans le programme de recherche que nous avons, nos dispositifs, ils se situent aussi bien en territoire urbain qu'en périurbain ou qu'en rural profond. Parce que l'idée, c'est de regarder comment les acteurs peuvent répondre ensemble et qu'est-ce que ça change des modèles d'affaires des entreprises, mais également des logiques d'action des acteurs publics. Et je pense que ce qui est intéressant avec la responsabilité territoriale, c'est le fait de souligner que ce changement, il est nécessaire pour bien mettre en œuvre des réponses. Et donc, ça a un côté très positif, ça a un côté très engageant
de voir qu'il n'y a pas de territoire perdu, il n'y a pas de population à écarter. On peut prendre en considération le vivant et le non-vivant, c'est-à-dire aussi, évidemment, la nature, la forêt, l'eau, les sols, les sous-sols. Et que donc c'est cet ensemble-là qui va faire écosystème et qui va permettre de co-construire ces réponses. Alors, la responsabilité territoriale, ce qu'elle a de particulier par rapport à la responsabilité sociale des entreprises, c'est qu'en fait, on va décaler le regard. Ça ne s'oppose pas à la responsabilité sociale des entreprises, mais c'est une façon d'appréhender les choses autrement. C'est-à-dire que dans la responsabilité territoriale, ce qu'on voit apparaître, c'est le basculement de 2 logiques d'action. La première, c'est qu'on passe d'une logique individuelle à une logique collective. L'idée, c'est de regarder comment des collectifs d'acteurs vont se constituer, vont se mettre en œuvre pour travailler ensemble. Donc ça, c'est la première bascule, et on est bien sur de l'utilité sociale et sociétale pour sortir finalement d'un modèle d'affaires qui serait proprement économique, pour regarder comment on peut travailler avec la communauté. Et puis la deuxième logique, c'est une logique, je dirais, de partir des besoins pour construire une offre. C'est une inversion. On ne propose pas quelque chose, on regarde quel est le problème et on essaye de construire la réponse. Et ça, c'est une logique qu'on voit à l'œuvre dans des dispositifs collectifs, par exemple comme Territoire zéro chômeur de longue durée, où on va partir des besoins des personnes en perte d'emploi pour construire un emploi et pour les ramener à l'emploi. Et ça se voit aussi dans les plans territoriaux d'alimentation, ça se voit également aussi dans les PTCE, dans tous les dispositifs collectifs ou les monnaies locales, où finalement on essaye de mettre ensemble des personnes pour répondre concrètement à des besoins. Et ça, cette bascule-là, elle est intéressante parce que finalement, ce qui est en train de se jouer, c'est de chercher à refaire société, à recréer du lien. Donc, notre programme de recherche a 4 axes, je dirais, de travail. Le premier, c'est évidemment un travail de définition. Je pense que c'est important de savoir de quoi on parle et de continuer à mieux cerner ce qu'est la responsabilité territoriale, qu'est-ce que ça veut dire d'être un territoire. Le deuxième axe, c'est l'expérimentation, je le disais. Donc, on a une vingtaine, plus de 25 expérimentations, avec aussi des facilitateurs, des personnes qui nous accompagnent, comme la métropole de Bordeaux, comme Invest in Bordeaux. Donc, enfin, des acteurs qui sont en aide, en accompagnement. Et puis, un axe sur la gouvernance, c'est-à-dire comment ces dispositifs-là, ils sont pilotés. Comment ces dispositifs-là, ils renvoient à de nouvelles relations entre acteurs publics et acteurs privés. Et puis, un dernier axe, je dirais, sur les indicateurs d'impact, comment on peut mesurer, comment on peut finalement créer de la valeur territoriale sur les territoires. Et on le verra dans les témoignages autour de cette table ronde, on verra, il y a des différentes questions, il y a différentes façons de traiter, que ce soit sur le territoire ou avec des entreprises, sur la façon dont on peut arriver à construire des réponses et à amener finalement un bien-être au territoire. Voilà, pour une approche de notre dispositif, pour une approche également de la première partie de finalement la responsabilité territoriale, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça nous dit de nouveau. Alors, une fois qu'on a dit ça, finalement, comment on fait? Alors, nous, ce qu'on met au cœur du dispositif, c'est le fait de dire le territoire, on fait l'hypothèse que c'est là où se passent les réponses. Pourquoi? Parce qu'on s'occupe des problématiques concrètes. C'est-à-dire que dans notre dispositif, par exemple, on va avoir les problématiques d'emploi, on va avoir les problématiques d'alimentation, des mobilités, d'énergie, etc. Et que l'idée, c'est de regarder comment, finalement, les acteurs se saisissent de ces questions-là. Une entreprise, elle peut avoir différentes façons de s'inscrire dans un territoire. Elle peut être localisée, mais ce n'est pas faire territoire. Elle peut être là, et puis demain, pour différentes raisons, parce que des logiques de coûts, d'optimisation de coûts, elle peut se déplacer, elle peut partir ailleurs. Nous, ce qu'on regarde, c'est comment finalement l'entreprise, elle s'insère sur son territoire pour créer de la valeur, pour créer autre chose que le business model
dit as usual, c'est-à-dire finalement une entreprise qui ne ferait pas attention à son territoire. Et ça change beaucoup la notion d'ancrage, parce que cette entreprise responsable, ce qu'elle va chercher à regarder, c'est finalement comment, en s'insérant sur ce territoire, elle ne va pas seulement amener du chiffre d'affaires, de l'emploi, elle va aussi travailler avec les autres parties prenantes pour répondre à ces questions-là. Donc, pour donner un exemple, lorsque vous avez une entreprise qui cherche à recruter, et aujourd'hui, on sait que le renouvellement des générations, attirer des talents, surtout quand on est dans des espaces qui ne sont pas très favorisés, soit des espaces ruraux, éloignés, etc. Donc on peut se dire, c'est difficile. Peut-être que le problème, ce n'est pas seulement un problème de salaire, mais ça peut être un problème de logement, ça peut être un problème de mobilité, ça peut être un certain nombre de questions. Et c'est la raison pour laquelle l'entreprise, quand elle s'insère sur un territoire, elle va travailler avec les autres parties prenantes pour régler cette question, mais dans son environnement, je dirais, global. Prendre soin du monde, ça va entraîner l'entreprise à modifier la façon dont elle va s'ancrer sur un territoire. Et donc, quand elle va s'ancrer sur son territoire, elle va actionner des leviers pour la coopération territorialisée. C'est-à-dire créer des dynamiques de coopération entre des acteurs qui finalement sont là et peuvent aussi participer à co-construire la réponse aux problèmes du territoire. On parle de territoire à enjeu, et donc aujourd'hui, c'est finalement comment je peux agir pour le bien-être et pour résoudre ces problèmes d'enjeu. Alors, l'ancrage territorial, c'est celui des entreprises, mais s'il y a des acteurs qui sont ancrés, c'est les collectivités territoriales. Et elles, comment elles peuvent se saisir de ces nouvelles dynamiques? Qu'est-ce que ça change aussi à leur niveau en termes de logique d'action? Ce qui change pour les collectivités territoriales, et on l'a vu au cours des ateliers que nous avons animés avant le projet et qui nous a incité et qui incite aussi les collectivités à participer à ce programme de recherche, c'est finalement de se dire, d'accord, on a peut-être moins de moyens, on a peut-être des raisonnements qui sont liés en fait à une logique de silo. On a des contraintes réglementaires qui font qu'on s'occupe de tel ou de tel problème. Mais aujourd'hui, le fait de penser en responsabilité territoriale, c'est finalement l'élargissement de ces actions. C'est-à-dire que finalement, on va avoir des collectivités territoriales qui vont coopérer entre différents niveaux d'acteurs, d'actions, qui vont travailler ensemble et qui vont surtout proposer de nouvelles réponses. Alors, par exemple, je vais donner un exemple qui est que on peut avoir des collectivités territoriales qui précédemment faisaient des subventions en disant, pour favoriser la mobilité, pour favoriser l'emploi, pour favoriser... on va donner une subvention. Là, ce qu'on voit apparaître en responsabilité territoriale, c'est finalement des collectivités qui vont travailler avec les entreprises pour identifier quel est le problème. Et à partir de ce moment-là, peut-être que ce n'est pas la subvention, mais c'est peut-être favoriser l'implantation d'une unité de production, peut-être recréer du lien. Et donc là, on a une bascule sur finalement comment je travaille concrètement à répondre aux besoins des acteurs. Donc ça, je dirais que c'est la partie vraiment qui est associée à l'ancrage. Donc l'ancrage, c'est penser à l'utilité sociale et territoriale, trouver des innovations sociales qui soient durables, et puis inverser cette logique d'action sur je pars des besoins et je co-construis des solutions qui sont des solutions propres à chaque territoire, parce que chaque territoire est différent. Les ressources sont différentes, les individus sont différents, les histoires sont différentes, les pressions ne s'exercent pas de la même façon, pression foncière, pression liée au changement climatique, et qu'à partir de ce moment-là, on peut trouver les ressources pour faire autrement, pour entreprendre autrement, et au final, faire société. Voilà. Donc, je dirais pour la partie ancrage, et pour finalement, qu'est-ce que ça nous ouvre comme perspective pour aller plus loin. Alors, pour aller plus loin, je l'ai dit, il y a un changement de modèle d'affaires pour les entreprises, et il y a un changement de logiciel pour les collectivités territoriales, c'est-à-dire la façon dont je vais coopérer, dont je vais créer de la valeur sur mon territoire. Eh bien, tout cet ensemble-là montre que aujourd'hui, pour répondre aux grands défis,
on va avoir besoin de développer une nouvelle façon de penser les territoires et de penser l'action collective, donc notamment avec l'ingénierie. Et par exemple, on voit la bascule du rôle des collectivités territoriales de se dire « Ah, mais peut-être que je peux être un facilitateur, je peux aider les acteurs qui ne se connaissent pas à mieux se connaître sur un territoire pour connecter les gens et pour permettre la résolution de certains problèmes. » On va voir apparaître aussi des formes de mise en réseau qui étaient faites déjà. On voit qu'il y a des choses qui sont déjà à l'œuvre, mais l'idée, c'est en les révélant et en donnant finalement à voir ce qui se passe, c'est de se dire comment je peux actionner, comment je peux déployer toute cette ressource, cette facilitation des entreprises, des collectivités pour aider les entreprises et aussi les citoyens, mais aussi les associations, pour répondre à ces nouveaux enjeux. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire en introduction sur les questions de responsabilité territoriale, et puis de voir finalement comment on va changer de logiciel pour travailler ensemble au bien commun. Pour les acteurs économiques, Marilyn, les acteurs économiques hors champ de l'ESS, ils sont concernés également par cette responsabilité territoriale ? Absolument. Effectivement, lorsqu'on a commencé à travailler, l'idée c'était de partir de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi ? Parce que ce sont des unités, qu'elles soient coopératives, que ce soit les associations, les fondations ou les entreprises à but ESUS, qualificatif ESUS, se dire, oui, effectivement, naturellement, mais en fait, c'est pas naturel, c'est pas si naturel que ça. Et donc, on voit qu'il y a un travail d'ancrage, il y a un travail de co-construction avec leurs valeurs démocratiques, avec la lucrativité limitée. Ce sont des entreprises et des unités, on va dire plus globalement, qui sont effectivement tournées vers le bien-être de leurs associés, de leurs bénéficiaires, etc. Ce qu'on a vu apparaître, c'est que, en fait, les entreprises dites conventionnelles sont elles aussi concernées et elles aussi s'engagent. Alors, on peut avoir, dans les ateliers que nous avions animés, on avait par exemple des entreprises comme La Poste, comme Michelin, donc des grandes entreprises. On a même eu Microsoft quand même. On a les petites entreprises, on a les ETI. Donc en fait, on a toutes les catégories d'entreprises qui aussi s'intéressent, s'interrogent sur leur impact sur le territoire, comment je peux améliorer finalement mon positionnement sur les entreprises, sur les territoires. Si je prends un exemple, par exemple, de la bascule qu'on voit apparaître dans certaines entreprises, dans certaines grandes entreprises. Par exemple, si je regarde La Poste, on voit bien que les facteurs, aujourd'hui, sont plus seulement les personnes qui distribuent du courrier. Ils vont être aussi à l'écoute des gens quand ils sont dans leur tournée. Ça va être, ils ont changé, en fait, d'activité, c'est plus seulement distribuer le courrier, mais c'est aussi être en lien pour répondre à des besoins, livrer des médicaments. Donc on sort complètement de la définition stricte pour s'ouvrir à comment je peux rendre service, comment je peux créer communauté. Et c'est ça qui est intéressant, et ça concerne également les entreprises, bien sûr, qui sont conventionnelles, quelle que soit leur taille, de se dire finalement comment je peux, en répondant aux besoins concrets, améliorer mon impact, mais en même temps bénéficier de cet impact-là. Parce que quand je suis dans une zone où finalement, je vais avoir de l'emploi, je vais avoir donc des écoles, je vais avoir un certain nombre de services publics, à partir de ce moment-là, je peux améliorer mon bien-être d'entreprise et ma capacité à. Et donc, on le voit sur, par exemple, des entreprises qui ont, via leur fondation, soutenaient classiquement, je dirais, par exemple, le club de foot. Aujourd'hui, certaines entreprises, certaines fondations d'entreprises, ce qu'elles font, c'est qu'elles libèrent les salariés pour qu'ils aillent aider en fonction des besoins. C'est-à-dire que, finalement, un salarié peut se prendre quelques heures pour faire la comptabilité d'une petite entreprise parce qu'ils n'ont pas les compétences, mais qu'en même temps, ça permet de réutiliser, de redonner de l'utilité sociale. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que finalement, ça refait sens et ça remet en ligne, je dirais, les valeurs de l'entreprise et de son action sur le territoire d'une manière autre que la raison d'être, par exemple, ou l'entreprise à mission.
On a vraiment une évolution des postures des acteurs publics et des acteurs économiques au regard de cette responsabilité territoriale des entreprises. On va accueillir nos témoins pour également avoir leur vision sur les liens et l'évolution de ces liens entre acteurs publics et acteurs économiques sur les territoires. Merci beaucoup pour ce temps de cadrage. Pauline, dans le chat, a mis les ressources qui sont liées à vos travaux sur la responsabilité territoriale des entreprises et vraiment j'invite les participantes et les participants à aller en prendre connaissance parce que c'est un cadrage qui est passionnant et qui met bien en avant les enjeux actuels au regard des transitions et de la manière de contribuer pour l'ensemble des acteurs. Donc merci encore Marilyn, vous restez avec nous car nous allons avoir maintenant le temps de témoignage et surtout on va vous faire réintervenir sur la séquence suivante de regards croisés. J'invite les témoins du jour à nous rejoindre sur le plateau. Nous accueillons la communauté de communes Haute-Corrèze Communauté avec son président Pierre Chevalier, accompagné de Lucille Benesto, qui est directrice générale adjointe de l'action territoriale et économie. Merci à vous d'être là, installez-vous. Nous accueillons également deux acteurs économiques aujourd'hui avec Lucie Chaplin, qui est responsable impact au sein de la société Happy Distribution, et Jean-Charles Rine, qui est le PDG de la société Adam. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Nous sommes ravis de vous recevoir. Nous sommes ravis aussi d'avoir des acteurs économiques à notre table aujourd'hui, ce qui va nous permettre d'avoir des échanges riches entre les différentes visions. Pour rester dans la continuité des propos de Marilyn Filippi, nous allons commencer ce temps de témoignage avec Jean-Charles Rine, qui, comme l'a dit Marilyn tout à l'heure, dont la société fait partie de l'étude de cas dans le cadre du programme de recherche. Et Jean-Charles, pour commencer, on va vous demander de présenter votre société, son activité, ses produits et le contexte dans lequel elle évolue. Merci beaucoup, merci pour l'invitation qui nous honore sur un sujet qui nous passionne. Marilyn a quasiment déjà tout dit. Vous faites. On essaye de tenter des trucs. Donc Adam, moi je m'appelle Jean-Charles Rine, je co-dirige avec mon épouse Hélène une vieille entreprise girondine qui s'appelle Adam, la bien nommée, fondée en 1880. Donc quand on parlait d'ancrage territorial, nous c'est un vrai sujet culturel et factuel puisqu'on existait à Bordeaux en 1880. Alors on est progressivement rejeté à la mer sous la pression foncière de la métropole. Et on est implanté aujourd'hui, et ça a son importance, en Médoc, donc à Sainte-Hélène, au cœur du parc naturel régional. Et notre activité historique, c'est de la fabrication d'emballages en bois massif, qui était à l'origine finalement un circuit court, dont on pourra aussi reparler, entre l'émergence d'une ressource naturelle toujours importante en Nouvelle-Aquitaine, qui est le pin maritime de la forêt des Landes de Gascogne, planté par Napoléon III pour assécher le marais, selon la police. Selon les manifestants, il y a d'autres thématiques. Et la proximité d'une activité commerciale qui était portée par le port de Bordeaux. Alors aujourd'hui, finalement, cette activité, elle est dédiée toujours sur les mêmes bases de ressources, même si ça s'est un peu diversifié aussi de ce point de vue-là, et c'est un enjeu pour nous. Elle est dédiée à l'emballage des grands vins et spiritueux, on va dire, qui est aujourd'hui une activité qui peut être questionnée en termes d'utilité, mais qui est une activité aussi qui est questionnée avec les enjeux géopolitiques qu'on connaît aujourd'hui. Donc on est à peu près 70 personnes sur un site industriel qu'on a refondé complètement, puisqu'on a reconstruit une nouvelle usine, qui était une aventure aussi importante en 2015. Marilyn, dans son exposé sur la responsabilité territoriale, a mis vraiment au centre la question de l'ancrage territorial de l'entreprise et des acteurs économiques. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ancrage territorial de l'entreprise ?
Alors, ancrage territorial, c'est toujours des très grands mots. Je pense que c'est une forme d'héritage culturel. Je pense que Marilyn en a parlé un petit peu, mais c'est forcément important. C'est-à-dire qu'il y a une histoire qui est attachée à l'entreprise, mais évidemment pas que, parce que sinon on serait plus beaucoup. C'est-à-dire que notamment en PMI de notre typologie, on est un peu... j'allais dire les derniers des Mohicans, malheureusement. Mais il y a aussi une logique, j'allais dire, très concrète, c'est-à-dire et qui favorise aussi, je pense, naturellement notre questionnement sur ces problématiques de RTE. C'est, voilà, on extrait une ressource locale dont j'ai parlé, qui est le pain maritime notamment, avec ses contraintes, c'est-à-dire on voit bien, et de plus en plus qu'aujourd'hui, je reprends aussi ce que disait Marilyn, il y a des limites qu'on atteint. Nous, on les a très concrètement. C'est-à-dire que tous les jours, aujourd'hui, on a un questionnement sur la capacité du massif à produire des bois d'œuvre utiles pour nos activités. On parlait aussi de bois construction et autres. Et donc, ces limites, elles sont atteintes parce qu'on a des problématiques liées au réchauffement climatique, parce qu'il y a des conflits d'usage, parce qu'il y a des problématiques aussi d'implantation économique exogène qui viennent concurrencer nos propres activités historiques. Donc voilà, il y a un lien très direct et très concret avec la capacité du territoire à nous donner les ressources dont on a besoin. On pourrait aussi parler d'autonomie énergétique, on pourrait aussi parler de problématiques d'alimentation et de transport, comme tu l'as évoqué. Donc tout ça crée un lien très concret avec la problématique du territoire. La théorie du donut, c'est aussi le plancher social, donc évidemment, notamment dans la question de l'emploi, on a un lien direct aussi avec la capacité du territoire à nous fournir, entre guillemets, et je remets les guillemets sur la question de la ressource main-d'œuvre, mais les emplois dont on a besoin, ce qui est une vraie problématique aujourd'hui pour la typologie d'entreprise qui nous concerne. Donc fatalement, j'allais dire, même si on ne le veut pas, on a un lien très direct avec cette question du territoire et de l'ancrage que l'entreprise peut avoir dans ce contexte-là. Ces enjeux de prise en compte du territoire dans votre activité, ils sont bien là. Comment vous les partagez en interne? Vous avez aussi toute une démarche déjà un premier pas dans la responsabilité sociale des entreprises, on ne l'a pas redit, mais avant d'avoir cette approche RTE, vous aviez déjà cette approche-là. Oui, alors j'allais dire, nous on a été aussi confrontés, comme beaucoup, aux enjeux de globalisation, donc qui nous ont permis de nous faire prendre conscience des problématiques de business model aussi qui étaient évoquées, et de ce à quoi ça nous amenait, c'est-à-dire une logique de profitabilité à court terme au détriment de notre environnement poussé par ces enjeux de globalisation. Voilà, nous on s'est dit ça ne va pas nous amener très très loin. Ni nous, ni d'autres. Donc il y a une prise de conscience, j'allais dire, à partir du début des années 2000. Moi, je suis dans l'entreprise depuis maintenant une trentaine d'années, donc j'ai vu ces évolutions-là, et je les ai vues de près, puisque j'ai été en Chine notamment, j'ai été en Roumanie, enfin, on a fait plein de trucs qui n'étaient pas plus vertueux que plein d'entreprises. Mais on a vraiment pris conscience que voilà, c'était pas un chemin à la fois souhaitable, voulu, et qu'il fallait trouver finalement d'autres modalités par rapport à ça. Donc on s'est refondé, j'allais dire, à partir de 2009 sur plutôt l'idée, entre guillemets, encore une fois on n'invente rien, que c'était la performance sociale dans la typologie d'entreprise dans lesquelles on était qui était le vecteur de succès. Performance sociale, intelligence collective, ça c'est je ne vais pas développer ça aujourd'hui, mais on a remis vraiment cette priorité dans le cœur de l'entreprise. On est dans le secteur manufacturier, donc c'est encore la main et l'œil de l'opérateur et de l'opératrice qui fait la différence. Donc c'est une vraie valeur ajoutée, voilà, c'est pas un poste de coût, c'est ce qui nous anime. Et ça a marché finalement assez vite, et derrière on a été un petit peu plus loin sur notamment des enjeux environnementaux, notamment la provenance des matières premières, et on a pas mal travaillé sur ces sujets de RSE maintenant depuis 15 ans. Donc j'allais dire, cette thématique-là, elle est un peu derrière nous. C'est un espèce de fil rouge qui est ancré dans l'entreprise, mais c'est plus tellement le sujet. Et donc on sait... aujourd'hui, il y a beaucoup de concepts qui sont développés, le régénératif, voilà, les entreprises à impact, il y a tout un tas de trucs. Il ne faut pas que la RTE, ça c'est un message aussi, je pense qu'on a avec Marilyn, il ne faut pas que la RTE soit juste un outil
de greenwashing complémentaire. Malheureusement, la RSE, aujourd'hui, c'est devenu un peu ça, et je le regrette, mais voilà, il ne faut pas que la RTE, ça soit ça. Il faut que la RTE, ça soit une dynamique qui part du territoire, qui soit une dynamique coopérative, comme l'a dit Marilyn aussi, et qui fasse qu'on change, on soit capable de transitionner dans nos modèles économiques, ce qui est une vraie problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plein d'assistances des pouvoirs publics sur plein de sujets, mais voilà, quand on cherche à redéfinir nos modèles d'activité, à renoncer à certaines typologies d'activités pour aller vers des choses qui sont plus utiles pour le territoire, c'est plus compliqué de trouver des accompagnements. Et c'est là où les travaux de la chaire sont importants, parce qu'on est encore dans des modèles expérimentaux, et il faut expérimenter, évidemment, en partant au plus près du terrain, pour montrer qu'il y a des voies à suivre, et puis des voies à exclure probablement. Ce qui est intéressant dans votre vision et aussi dans votre action, parce que en action concrète, on a la fondation actionnaire de votre société, Adam, donc qui est le fonds Adam pour des initiatives responsables et écologiques. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette fondation, les ambitions, comment elle fonctionne et ce que concrètement ça apporte au territoire? Alors en 2 minutes. 2 minutes. Il m'en faudrait 50 de plus. Mais on fera un webinaire. Ouais. Très rapidement. Donc nous, par rapport à ce que je disais sur les enjeux de globalisation, on a bien eu conscience que la profitabilité à court terme, c'était un problème pour l'entreprise. Alors dans le cadre classique de la valeur, et donc le capital dans ce cadre-là, en termes littéral, c'était aussi un souci dans la question de sa valorisation. C'est-à-dire que, et aujourd'hui, de fait, un dirigeant d'entreprise, il se rémunère par son salaire qui rémunère ses compétences, en tout cas je l'espère, mais il a aussi d'autres voies de rémunération qui sont le dividende, et surtout, j'allais dire, la plus-value de cession qu'on oublie très largement. La plus-value de cession ou la cession d'entreprise, nous on l'a vécu 2 fois. Moi j'ai racheté avec un associé en 96 entreprises et une autre fois en 2009, et on a fait le constat de ce qu'était un LBO, c'est-à-dire un affaiblissement de la structure financière et donc de la pérennité finalement de l'entreprise au profit du plus petit nombre, en l'occurrence l'actionnaire ou les actionnaires, et par le travail collectif. Et on a pensé travail collectif, nous, au départ, en pensant travail de nos salariés. Voilà. Donc en termes d'éthique, on s'est dit, ça on l'a fait 2 fois, un jour on partira à la retraite, moi j'ai 60 ans, donc ça va arriver un de ces 4 matins, et on ne va pas refaire ça une 3e fois, refaire payer finalement à nos salariés une génération d'argent qui pourrait nous profiter. Donc c'était ça et puis voilà, il y a l'affaiblissement de la structure financière de l'entreprise, c'est-à-dire que l'argent qui peut être dédié à d'autres actions, le développement de l'entreprise, le développement territorial et d'autres, il va être pas du tout dédié à ça. Donc ça, c'était vraiment le précepte de base. Donc on a cherché finalement un outil, c'était notre rêve, qui permettait la transmission gratuite de l'entreprise vers ses salariés. Donc là, j'alerte aussi les pouvoirs publics, enfin, ça fait longtemps qu'ils sont alertés, mais aujourd'hui en France, on ne peut pas faire ça. On peut donner son stylo à ses salariés, mais on ne peut pas donner gratuitement son entreprise, en tout cas facilement, à ses salariés. C'est quand même un truc un peu bizarre. Mais c'est comme ça, donc finalement on a alors du coup c'était soit cession vers les salariés via un modèle type scope ou autre, mais c'est valorisé. Donc on affaiblit la structure financière de l'entreprise, on enrichit le détenteur du capital et puis on affaiblit la structure collective, donc c'était pas finalement ce qu'on souhaitait. Et l'autre partie de la phrase, c'est transmission gratuite de l'entreprise. Donc depuis la loi Pacte en 2019, a été monté un dispositif qui s'appelle Fonds de dotation actionnaire. Alors anciennement, on avait les FRUP, Fondation reconnue d'utilité publique, c'est le modèle Pierre Fabre en France, mais qui est très compliqué d'accès, notamment pour des petites entreprises comme les nôtres. Et donc on a été vers ce modèle de fonds de dotation actionnaire qui permet donc une dotation gratuite de ses parts sociales dans ce fonds de dotation. Voilà, donc on a créé ça en 2022. On a un autre problème en France qui s'appelle la réserve héréditaire. Donc si vous avez des enfants, il faut avoir leur accord, même s'ils ne sont pas détenteurs de parts sociales, pour apporter ces parts. Donc ça, c'est en cours. Donc à terme, et à court terme, j'espère, le fonds sera majoritaire dans la détention. Le fonds, il a 2 missions. Une mission d'actionnaire de référence et il doit mener une politique d'intérêt général. Ça, on en reparlera peut-être un petit peu, puisque c'est par cet outil-là que nous, on a recréé du lien avec le territoire, mais plus pragmatiquement et techniquement. On a souhaité, nous, avoir un acteur territorial qui est très important pour nous, qui est le parc naturel régional du Médoc, la région aussi en quelque sorte, dans la gouvernance de notre fonds de dotation. Et aujourd'hui c'est le cas puisque le PNR l'a accepté, personne morale,
et dans la gouvernance du fonds de dotation, dont a son mot à dire sur les actions de référence ou stratégiques de l'entreprise. Si on veut délocaliser, le PNR dira non, ça je suis pas d'accord, et on ne pourra pas le faire. Voilà. Là, on est vraiment sur un impact territorial qui est concret de la part de votre société. Je me tourne maintenant vers Lucie Chaplin. Avec vous, on va s'intéresser à la société API que vous représentez aujourd'hui, qui, elle, œuvre dans le service et le commerce de proximité. Alors, un peu le même exercice que pour Jean-Charles. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise et son activité et votre rôle au sein de cette société ? Bonjour à tous. Merci Julia pour l'invitation. Alors API, moi je suis responsable de l'impact. Donc impact, c'est le nouveau terme pour dire RSE. Voilà, le mot à la mode. Chez API depuis le début. Et donc contrairement à Adam, qui est une entreprise historique sur son territoire, nous on est une toute jeune entreprise. La société a été créée il y a 3 ans et on a ouvert notre première supérette en 2022 en Charente. Donc on ouvre des supérettes en libre service, pas tout à fait autonome, mais avec de la vie quand même, je vais y revenir, dans des territoires où il n'y a plus du tout de commerce aujourd'hui, donc en ruralité. Et on couvre le Grand Ouest, donc on s'est installé en Charente-Maritime historiquement, et aujourd'hui on couvre 18 départements. Donc les fondateurs qui ont créé API, en fait, ils ont visionné il y a 5 ou 6 ans un reportage sur une entreprise suédoise qui avait créé des commerces dans des containers recyclés parce que parfois la neige empêche de circuler sur des routes pendant plusieurs jours et les gens en fait ne peuvent plus sortir de chez eux pour faire leurs courses. Ils se sont dit mais en fait voilà, nous on n'a pas de problème de neige mais on a des gros problèmes d'accessibilité, de mobilité dans les territoires ruraux. Donc ils se sont dit il faut qu'on duplique ça. Et ils ont travaillé sur ce modèle-là pour arriver à une solution à proposer du coup aux mairies. Et on s'installe bien sûr en partenariat avec les mairies. Il faut savoir qu'il y a 16 800 communes aujourd'hui qui n'ont plus de commerce. Donc on s'installe sur le terrain communal via une convention d'occupation de 20 ans, suite à un vote du conseil municipal. Voilà. Et aujourd'hui on a donc 105 supérettes sur 18 départements, donc c'est une croissance très rapide et ça nous pose aussi la question de comment est-ce qu'on fait pour pouvoir faire les choses bien, même si on va vite, et comment est-ce qu'on fait pour dès le départ et on va dire l'écriture du projet et dès la création de l'entreprise, arriver à instaurer les bons réflexes, faire les bons choix dans nos partenaires, dans ce qu'on écrit finalement avec tous nos partenaires sur les territoires. Voilà. Il y a une véritable ambition de la part d'API d'entrer dans cet ancrage territorial. API se définit comme une société à impact et est reconnue comme une société à mission. Lucie, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie concrètement ? Voilà, une société à impact, n'importe qui peut se dire société à impact. C'est juste la volonté affichée comme je le disais, de vouloir faire les choses bien. Donc souvent en découle des engagements avec des ambitions élevées en termes d'impact environnemental et social. Donc ça, c'est quelque chose de très, on va dire, c'est d'interne qui peut être rendu public. Donc nous, on a une feuille de route avec une quarantaine d'objectifs sur les aspects sociaux et environnementaux. J'y reviendrai un peu plus dans le détail. Et la société à mission, c'est un statut, donc c'est vraiment c'est quelque chose qui est ancré dans les statuts de l'entreprise. Ça amène à un changement de statut, donc validé par tous les actionnaires autour de la table. Et si on veut bénéficier de ce statut, on doit mener un audit via un organisme tiers indépendant. Ce qu'on a fait là en début d'année, c'est un audit qui dure un certain temps. On a finalisé en début d'année et en fait, il nous ausculte à partir d'une feuille d'objectifs et il vérifie en fait la viabilité, le bon choix, la bonne définition de nos objectifs et les indicateurs, la bonne atteinte des objectifs bien sûr et que ces indicateurs sont bien valables pour répondre à la mission qu'on s'est fixée. Voilà, donc on est société à mission depuis février 2025.
statutairement depuis l'année dernière et réellement audité depuis cette année. Voilà, donc c'est 2 choses différentes. Et en fait, voilà, là c'est vraiment, on va dire une étiquette, une affiche, mais après c'est très important quand même le statut de société à mission parce que du coup, aujourd'hui, ça ne peut plus être retiré des statuts, donc ça fait partie intégrante, on va dire, voilà, de l'entreprise et dans sa croissance, en tout cas aujourd'hui, ce sera structurant pour nous. Dans les choix qu'on fait et avec les actionnaires qui sont autour de la table. Voilà. Et en fait, voilà, juste pour détailler rapidement sur cette feuille de route et les objectifs, on a développé tout un pan de multiservices, parce que j'ai présenté la supérette, mais en fait, autour de ça, et ça rejoint la question de responsabilité territoriale et d'ancrage territorial, on a développé tout un pan de multiservices. Donc on peut proposer du pain avec la boulangerie, soit du village, soit la boulangerie du village à côté. On peut proposer des produits postaux avec la Poste. On peut proposer la presse locale, s'il n'y a pas de bureau de tabac qui le propose. Voilà. Et tout ça, on le construit avec la mairie. C'est-à-dire qu'on rencontre la mairie au départ et on se dit, voilà, votre supérette, à quoi elle va ressembler ? Qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que vous n'avez pas pour vous administrer ? Et qu'est-ce qu'on peut, nous, venir compléter pour répondre à un besoin qui est non couvert sur le territoire de la commune et des communes avoisinantes. Si le charcutier qui est présent sur la commune souhaite vendre à la supérette ses produits sous vide parce que en dehors de ses horaires d'ouverture ou le dimanche, au moins les personnes peuvent en bénéficier. Voilà, c'est quelque chose qu'on construit dès le départ avec la mairie, voilà, dans l'installation de la supérette. Voilà. Et on travaille avec les producteurs locaux, je ne l'ai pas dit aussi, qui font partie de l'écosystème. Voilà. Donc on a, dès le début, la mairie nous donne une liste de producteurs locaux avec lesquels elle souhaite qu'on travaille et on s'engage à les contacter pour leur proposer de travailler avec nous. Ils acceptent ou ils n'acceptent pas, hein. C'est pas une obligation, mais en tout cas, on leur fait une place dans la supérette s'ils le souhaitent. Les engagements d'API sont vraiment sur une approche à 360 par rapport aux problématiques des territoires ruraux. C'est ce que vous nous dites et je pense que c'est là qu'on voit aussi l'ancrage territorial de votre activité. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin sur la prise en compte des enjeux environnementaux par API ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Donc là, c'est pareil, c'est depuis le début, on s'est dit, voilà, alors, c'est dans la structure du modèle que déjà notre impact environnemental il est le plus fort, c'est en termes de carbone. Parce que l'exemple que je donne toujours, c'est il vaut mieux qu'un camion vienne livrer 250 boîtes d'œufs à un endroit plutôt que 250 personnes aillent chercher à 15 km dans une zone commerciale une boîte d'œufs chacun. Voilà, donc là, déjà, le modèle tel qu'on l'a construit, c'est ça, c'est de se dire il y a l'empreinte carbone qui est limitée par rapport aux déplacements que les gens ne font plus pour se déplacer en grande zone commerciale. Et après, dans la structure du modèle d'exploitation de la supérette, on est sur des structures légères, donc c'est des petits bungalows de camping. On a travaillé avec un fournisseur français qui est basé en Mayenne sur des bungalows éco-conçus en bois. On consomme pas d'eau, donc il n'y a pas d'eau courante dans nos bungalows. Et on respecte la zéro artificialisation des sols. Donc on respecte la zone sur laquelle on s'installe. Donc on coupe pas d'arbres. En tout cas, voilà, on vient pas artificialiser. Et ce que je dis, c'est des structures légères qu'on peut aussi retirer dans 15 ans si jamais la mairie le souhaite. Voilà, donc en fait, il y a pas d'eau, un modèle d'exploitation qui est quand même léger, et il y a une sorte de sobriété aussi qu'on a du mal à mesurer, mais quand on voit que dans un hypermarché, on peut proposer jusqu'à 30 000 références de produits, nous, on est sur un échantillon de 700 références. Alors, vous aurez un seul jambon, un seul paquet de yaourt, effectivement, ça limite le choix, mais on éduque aussi à ça, les personnes, les clients qui adhèrent, en tout cas, à nos supérettes, qui deviennent clients, on les éduque à ça, à se dire, voilà, déjà, vous allez avoir un commerce près de chez vous, une forme de proximité, vous vous déplacerez moins, et il va falloir aussi peut-être consommer un peu moins, voilà, en tout cas, faire le choix de certains produits, voilà, plutôt que d'autres. Donc voilà, c'est dans tout ça que l'impact, mais c'est le carbone d'abord, avant tout. Voilà. Vous avez parlé des rapports avec les acteurs économiques des territoires, avec les missions aussi que vous mettez un petit peu, ces ambitions de porter un message. Est-ce qu'on peut avoir aussi un regard sur vos relations avec les habitants et les acteurs publics sur les territoires sur lesquels vous implantez ? Parce qu'il y a aussi une dynamique qui se crée autour de ces acteurs-là et pas seulement avec les acteurs économiques. Ah oui, tout à fait. Déjà, donc nous, sans les mairies, on ne peut pas s'installer. Donc c'est très important d'avoir l'aval de la mairie et du conseil municipal.
ce qui n'est pas toujours le cas. Et comme je le disais, on co-construit avec eux, on co-construit avec les habitants, c'est-à-dire qu'on organise des réunions publiques avant l'installation des supérettes pour expliquer. On est sur un modèle qui est disruptif. Voilà, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Charles, mais c'est quelque chose de nouveau. Ça peut faire peur. Ça peut amener des freins psychologiques. Voilà, donc on a besoin d'éduquer. On n'est plus sur le commerce de village tel qu'on l'a connu il y a une trentaine d'années ou une cinquantaine d'années. Mais on est dans un entre-deux qui, nous, on y croit, va amener de la transition quand même et va permettre de changer les choses. Parfois, il faut faire un pas de côté et se dire, voilà, on n'est pas dans un modèle utopique non plus, mais c'est ce qui va nous permettre, de peut-être permettre aux gens de moins prendre la voiture, de ramener de la proximité. Voilà. Donc, on construit des réunions publiques, on répond aux questions, on rassure. Et au niveau des acteurs dans les communes et sur les territoires des communes voisines, on travaille avec les producteurs locaux, donc on a cet écosystème qui se crée avec eux. Là, on est en test avec La Poste, donc La Poste qui nous fournit déjà des enveloppes, des timbres pour les vendre dans les supérettes. On a installé des consignes colis sur certaines de nos supérettes pour avoir accès à ce service-là aussi. Parfois, les gens doivent faire 15 km pour aller récupérer un colis. Et on travaille sur la livraison de paniers de courses pour les personnes isolées via les facteurs. Donc voilà, c'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure parce que ça rejoint complètement ça. En fait, on utilise les forces vives sur un territoire de 10 km. Donc là, le facteur, il faut se dire, il y a des gens, la seule personne que les gens voient dans ruralité, c'est le facteur. Et la seule personne de confiance à qui les gens ouvrent leurs portes, c'est le facteur. Voilà. Donc nous, si on veut aller atteindre ces gens qui ne peuvent même plus aujourd'hui venir à nos supérettes, c'est-à-dire ne même plus se déplacer sur 300 mètres, c'est le facteur qui va aller ouvrir la porte et livrer un panier de courses. Donc on travaille avec La Poste, les producteurs locaux, et les autres entreprises, autres commerçants, comme je vous disais tout à l'heure, donc la boulangerie qui peut faire un dépôt de pain le soir, le charcutier, de la commune ou des communes avoisinantes également. Ouais, c'est bien la version de logique d'action. Travailler en collectif. Du besoin et travailler en collectif. Ouais. Et surtout demander, interroger aussi avant de proposer des choses qui n'intéresseraient pas. Identifier le besoin. Oui, c'est ça. Voilà. Merci Lucie pour ce panorama de l'activité d'API. Je pense qu'on aura tous pris la mesure des ambitions et des réponses apportées aux problématiques des territoires et notamment là dans ce cas des territoires ruraux. Je me tourne maintenant vers nos deux autres invités, Pierre Chevalier et Lucille Benesto, qui représentent la Haute-Corrèze communauté aujourd'hui. Merci à vous d'être venus jusqu'à nous. Pierre Chevalier, vous êtes le président de cette communauté de communes. Pour nous situer un petit peu, la Haute-Corrèze communauté, est-ce que vous pouvez nous présenter le territoire, s'il vous plaît ? C'est au cœur de la France, au cœur de l'Europe. C'est un territoire, Haute-Corrèze communauté, qui représente presque un tiers du département de la Corrèze, plus 11 communes qui sont en Creuse. Il y a 4 communautés de communes de EPCI en France qui sont dans ce contexte. C'est d'ailleurs la 4e communauté de communes de France en surface. On est sur un territoire qualifié de rural que je qualifierais d'hyper-rural. C'est un terme employé, avec 18 habitants au kilomètre carré. C'est un territoire qui se situe à mi-distance entre Clermont-Ferrand et Brive, qui est desservi par une autoroute. C'est une chance extraordinaire, même si c'est un territoire hyper rural. C'est une communauté commune qui est issue de la loi NOTRe en 2017, d'une réunion de 4 communautés de communes et de 2 syndicats, qui a aujourd'hui 170 équivalents temps plein, et avec l'ensemble des compétences qui relèvent de la loi NOTRe. J'aurai l'occasion de revenir après sur la construction de cette communauté de communes sur un territoire hyper rural. Ça a été d'abord de faire un check-up. Quelles sont les forces et quelles sont les faiblesses ? Les forces et les faiblesses. Les faiblesses, évidemment, territoire hyper rural. Nous sommes là sur une véritable, si on va sur l'économie politique d'aménagement du territoire et économie rurale. Et donc, il faut décupler les forces pour développer cette économie territoriale. Nous avons identifié 4 piliers. 4 piliers sur notre projet de territoire. D'abord, les services à la population. Si on veut garder les populations sur les territoires ruraux, c'est la prise en charge de toutes les demandes de la population qui vont la prise en charge de l'enfant qui naît dans le village le plus retiré
de la commune la plus petite du territoire. C'est les services à la population sur la santé, c'est la mobilité, etc. etc. C'est dire, vous venez chez nous, vous aurez les mêmes services qu'en zone urbaine ou périurbaine. Ensuite, l'autre analyse que nous avons fait sur le deuxième pilier, vous êtes dans un paradis environnemental. Paradis environnemental naturel, extraordinaire. C'est Haute-Vallée de la Dordogne, connue en France et dans le monde entier, qui irrigue 2 parcs des volcans, le parc des plateaux des Mille Vaches et le parc des volcans d'Auvergne, une richesse naturelle extraordinaire. Donc, politique environnementale exceptionnelle à préserver. Sur l'économie, 2 piliers restants. Donc, construire du tourisme sur une économie, à partir de ça, en prenant en compte l'évolution sociologique de notre société, qui va de plus en plus vers les 1200 km de sentiers de randonnée que nous avons balisés en VTT et en équestre et pédestre. C'est construire à partir de là un accueil d'une économie touristique. Et le dernier point sur lequel j'attends que vous posiez la question ou j'y vais directement. Sur un territoire comme celui-là, l'économie n'est pas naturelle. Il faut la construire. On n'est pas dans la communauté d'agglo de Brive ou dans la communauté d'agglo de Clermont-Ferrand ou de Bordeaux. Là-bas, la construction de l'économie, il faut la forcer, il faut aller la chercher, il faut la co-construire. Et donc, nous avons rencontré l'ensemble des élus des 70 communes, les 103 délégués du Conseil communautaire, et nous avons construit un plan stratégique offensif en partenariat avec la région, avec l'ADEME, sur la modernisation, sur la transformation, sur l'accueil d'une stratégie offensive d'entreprise. J'ai découvert le premier gros dossier que j'ai eu à traiter. Le plus grand groupe français de fabrication de petits meubles est situé en Creuse, dans un territoire hyper rural. Et il voulait quitter ce territoire, 250 salariés. Nous avons construit en partenariat avec la région la modernisation de l'entreprise et 10 millions ont été investis. On a sauvé 250 emplois. C'est un exploit qu'on a fait avec le président Rousset. C'est sur Ussel, qui est la chance de cette collectivité territoriale, de cette EPCI, c'est qu'il y a une capitale de 10 000 habitants, parce qu'il y a des communautés de communes qui n'ont même pas ça dans notre territoire, en hyper-ruralité. Et nous avons construit, en partenariat aussi avec la région, l'unité de fabrication de saucissons du Massif central la plus importante du Massif, le groupe Lost, 15 millions d'investissements. J'inaugurais samedi avec l'ancien président de la République et le député actuel, une société Unilim sur des panneaux ultra-modernes avec des technologies spécifiques où ils viennent d'investir 25 millions sur la fabrication de panneaux, donc plaquettes de bois, basé sur la politique d'économie d'énergie. Donc ça, si vous voulez, cette dynamique économique, c'est un vrai plan stratégique parce que nous, les entreprises, on va les chercher, avec la force de la relation, avec la force de la relation, et en plus, la relation que nous avons nous avec nos entreprises économiques, elle est quotidienne. C'est Lucille qui développera le plan stratégique d'économie. Nous avons un pôle économique. Lorsqu'une grande entreprise vient rencontrer notre pôle économique, guichet unique, on construit le dossier pour la région, on construit le dossier pour l'Europe, on construit le dossier pour l'État, et lorsque l'entreprise, que ce soit un coiffeur qui s'installe, ou que ce soit une entreprise qui investit 15 millions, elle va au guichet unique de l'économie de notre structure, et lorsqu'elle sort, elle est prise en charge. Et nous avons le partenariat qui s'établit entre la collectivité qui a la compétence économique, le PCI et la région. Et de cela, nous aboutissons à répondre à toutes les questions de nos entreprises. Et ça, sur les territoires hyper ruraux, il faut qu'il y ait vraiment une stratégie d'accompagnement sur l'économie rurale qui soit extrêmement offensive. Et qui plus est,
Dans ce contexte-là, parce que nous avons aussi des difficultés, c'est que nous n'arrivons pas à répondre à la demande de la masse salariale de nos entreprises. Donc il y a la nécessité d'avoir une stratégie offensive d'accueil de populations nouvelles pour répondre à cette demande. Et c'est de cette façon-là que nous construisons sur ce territoire cette véritable dynamique. Et ça, je dois dire que ça fait partie globalement des réussites. Alors, 2 autres éléments, et je rejoins l'expertise sociologique que vous faisiez, nous sommes dans une société en pleine mutation. Nous avons eu avant le Covid les prémices de l'exode urbain. Nous avons eu en 2022 200 boîtes aux lettres qui sont ouvertes. Les prémices de ce que moi j'ai vécu, l'exode rural dans les années 60. Et là, je vis l'exode urbain des gens qui viennent de Paris, qui perdent de l'argent sur leur salaire parce qu'ils ont envie d'avoir plus les problèmes des zones urbaines ou périurbaines sur les problèmes qu'on voit tous les jours. Nous assistons à des prémices de personnes aussi qui sont des réfugiés climatiques, qui, parce qu'à Nice, parce que dans le Var, il fait trop chaud, ils disent on va venir habiter chez vous parce que le climat est plus modéré, plus tempéré. C'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure. La France est en train de se reconstruire en politique d'aménagement du territoire, certes en économie, en sociologie aussi, un comportement de notre société. Voilà comment est-ce que sur ce territoire de la Haute-Corrèze, nous essayons de tirer parti de nos faiblesses et de les transformer en des atouts pour ce territoire de la Haute-Corrèze. Merci pour cette carte postale très dynamique, Pierre Chevalier. Et en effet, vous avez enchaîné sur les 4 axes de travail et donc sur la question sur votre vision du développement économique. Et je vous en remercie beaucoup. Je vais me tourner maintenant vers Lucile Benesto. Donc, votre président nous faisait part du travail proactif qui est fait par les élus, mais qui est fait aussi par les services techniques au sein du pôle économie. Comment vous voyez, vous, en tant que technicienne, la traduction de ces orientations politiques dans vos actions ? Tout à fait. Merci, Juliane, de nous recevoir. Bonjour à tous. En effet, disposer d'un projet de territoire, comme l'a présenté le président, qui prend en compte toutes les transitions et tous les piliers nécessaires pour l'enjeu du territoire, nous oblige, nous, techniciens et agents publics, à agir dynamiquement, de façon dynamique, et d'impulser quelque chose sur le territoire. Donc ça a été fait en ce qui concerne mon périmètre de développement économique en lançant une stratégie économique. Nous avons été accompagnés par Claude Nariot qui nous a permis de fonctionner différemment avec les acteurs du territoire. Auparavant, ça a déjà été dit tout à l'heure, on avait peut-être une vision un peu ancienne du développement économique. On allait vers les entreprises éventuellement pour leur apporter des subventions, mais uniquement pour ça, dans leur cas de développement. Aujourd'hui, on co-construit avec eux, on travaille avec eux. Donc, on l'a initié dans le cadre de la stratégie économique où, du coup, on s'est rendu compte que les acteurs du territoire et les entreprises, on ne voulait pas que la collectivité leur parle d'économie ou de développement économique ou de leur activité, mais par contre, avance avec eux sur les enjeux du territoire, que ce soit en termes d'habitat, de mobilité, de recrutement, d'accueil des nouvelles populations. Donc du coup, depuis 2-3 ans, on avance comme ça sur toutes les politiques publiques que les élus souhaitent mettre en place sur le territoire. Donc ça a été notamment pour l'économie sociale et solidaire. Nous avons en parallèle de cette stratégie réalisé un diagnostic avec la CRES. Nous connaissions peu les structures ESS auparavant. Aujourd'hui, elles font partie de notre écosystème, de nos partenaires avec qui nous travaillons au quotidien. C'est peut-être un peu... en tout cas, l'ambition, elle est là. Et on s'est aperçu que voilà, cette économie sociale et solidaire était très importante dans notre structure rurale. Voilà, l'employeur le plus important du territoire, la Fondation Jacques Chirac, est une structure de l'économie sociale et
et solidaire. Donc, d'où l'importance de travailler avec ces partenaires. Il y a une véritable évolution dans la perception du développement économique et du lien avec le territoire et avec l'ensemble des acteurs. C'est ce qu'on perçoit vraiment sur votre communauté de communes. Pour compléter ce témoignage, et pour finir ce temps de témoignage, est-ce que vous pouvez nous parler du projet du tiers-lieu de MEMAC, en quoi il porte lui aussi une vision des transitions territoriales? Donc, tout à fait, au beau milieu. Et le premier tiers-lieu, il y a d'autres projets en cours et il y en a d'autres sur notre territoire, mais c'est le premier tiers-lieu qui a été installé en 2021. Donc, on a accompagné cette création. Il porte des transitions numériques. Il permet aussi aux nouveaux habitants de travailler différemment, puisqu'il ouvre ses portes pour accueillir des personnes qui sont en télétravail, par exemple. On a une convention avec eux pour accueillir aussi nos agents territoriaux afin qu'ils évitent les déplacements et qu'ils puissent télétravailler dans ce lieu-là. Donc ça a un impact écologique également. Et puis c'est une réelle ressource pour notre territoire. Et pour nous, techniciens et élus, puisque c'est vraiment un lieu hybride et vivant, tout à fait. Merci beaucoup, Lucile. On arrive à la dernière séquence de ce webinaire qui est un temps d'échange entre nos différents intervenants, mais aussi le moment où on va pouvoir prendre les questions des participantes et des participants, donc dans l'onglet questions-réponses. Je vais me retourner vers Marilyn, qui, j'ai vu, a été très, très attentive à ces trois témoignages. Nos intervenantes et intervenants témoins ont même fait le lien directement avec votre intervention en introduction. Quel est votre regard sur ces témoignages? Alors là, moi, je suis toujours épatée par ce qui se passe sur les terrains, sur les territoires, avec la diversité à la fois des problématiques qui sont réelles, qui sont fortes, et la capacité, finalement, de répondre et de créer des solutions et de ne pas baisser les bras, quoi. Ça, je pense que c'est quelque chose... Je trouve que ce qui est intéressant, c'est vraiment... ces différents témoignages, ils montrent que on peut faire autrement. Et il n'y a pas de cause perdue. Il n'y a pas de territoire perdu. Au contraire. Et c'est ça qui est très, très inspirant. Et moi, pour ça, vraiment, je suis épatée et je suis ravie de pouvoir échanger avec ça. Alors, on l'a vu, on part des besoins. Et on le voit bien avec Lucie, de la société Happy. Finalement, on travaille, on rencontre la collectivité, la mairie, on regarde quels sont les besoins et on regarde qu'est-ce qu'on peut faire. On n'arrive pas avec une solution toute prête. Par contre, on arrive avec une écoute et l'idée que, en fait, on va pouvoir modifier, répondre et co-construire pour amener, et tout le monde l'a bien souligné, finalement, des problèmes qui sont pris. On fait une supérette, mais on peut aussi s'appuyer sur les postiers. Ça veut dire aussi qu'on peut livrer des médicaments, on peut livrer des paniers. On va être la personne en contact avec les populations pour maintenir le lien. On le voit avec ce travail-là, c'est finalement la multiplicité des enjeux. Et on le voit avec ce territoire de Haute-Corrèze, finalement... on inverse, on a une aménité, on inverse le regard et le discours. Oui, c'est un beau territoire, c'est un paradis. Donc on le préserve et en fait, on réfléchit comment construire une offre touristique qui soit respectueuse et qui puisse permettre finalement d'amener un autre modèle économique. Et donc c'est dans cette perception qu'on travaille avec et on co-construit. Et là, la dynamique de co-construction, on la voit bien, c'est un levier d'action. C'est vraiment très intéressant parce qu'on va pouvoir répondre, du coup, en faisant venir le modèle économique, en faisant évoluer le modèle économique, on voit qu'il y a un rôle sur la stratégie, une stratégie offensive. Ah, c'est beau ça, je veux dire, ça veut dire que quand même, on a les moyens de recréer du lien, de recréer de l'économie et en même temps de faire attention à l'environnement et au projet de territoire, parce qu'effectivement, il faut répondre aux besoins. On est bien. Il y a la question de l'animation territoriale qui est au cœur. La question de l'animation. Ils en ont parlé tous les quatre. Oui, tout à fait. La question de l'animation territoriale, elle s'inscrit parce que finalement,
on va chercher à identifier, à connaître les contraintes des uns et des autres, et puis à connecter et de voir comment je peux répondre. On va chercher les producteurs locaux, on va chercher comment travailler autrement, et puis on voit aussi que l'entreprise, elle change. À chaque fois, dans les deux cas, on le voit avec Adam, le fonds de dotation actionnariale, c'est vraiment un moyen de se dire on peut faire autrement. On va transmettre la société aux salariés, mais on change la façon de voir les choses et de modifier le modèle économique. Et ça, c'est particulièrement intéressant, ce qui fait que ça entraîne les collectivités territoriales, et on le voit avec la Haute-Corrèze, à agir aussi autrement. Et donc, c'est une dynamique très positive parce qu'on co-construit, on se base sur de la proximité géographique, mais qu'on active par le biais des projets, par le biais d'une action concertée, par une animation du territoire qui, du coup, déplace le regard. Et c'est ça qui est intéressant avec la responsabilité territoriale, c'est que finalement, tout le monde se saisit, toutes les parties prenantes se saisissent de la question et montrent qu'on peut trouver des solutions très concrètes à des enjeux qui peuvent paraître terribles pour les populations et pour les territoires. Et donc, ces dimensions-là, moi, je trouve tout à fait passionnant d'avoir souligné, finalement, qu'on a plusieurs dimensions et qu'on prend soin des gens, on prend soin des populations, on prend soin du monde. Et ça, c'est ça qui est enthousiasmant parce qu'on voit des solutions concrètes. Donc, on a eu plusieurs exemples sans reprendre cela, mais on a dans notre dispositif, par exemple, Copebat, qui effectivement est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, qui a été sollicitée par une mairie pour reprendre finalement une usine de traitement du bois qui périclitait. Et qui, en fait, aujourd'hui, recrée de l'emploi. Pourquoi ? Parce qu'on travaille avec les différentes parties prenantes, on regarde quel modèle économique, on regarde comment on peut trouver des solutions pour paiement, services environnementaux, parce que, quelque part, aujourd'hui, les transitions, là où elles se heurtent à une difficulté, c'est quel modèle économique, comment on finance ça ? Et on n'a pas de solution. Donc, comment on arrive à trouver des moyens adaptés pour permettre de passer le pas et de pérenniser les solutions et de déployer ces solutions, de massifier. Voilà, ça fait partie, me semble-t-il, des éléments très intéressants qui ont été soulignés par les 4 personnes autour de la table et qui sont très inspirants, me semble-t-il, pour se dire « Ah oui, on peut y aller, quoi ». Pour les acteurs économiques présents aujourd'hui, il y a une véritable participation au changement de la manière d'envisager le développement économique local. Jean-Charles, avec vous, je voudrais qu'on revienne sur la mission d'intérêt général de la Fondation actionnaire que vous avez évoquée tout à l'heure, pour nous dire un petit peu les actions que vous déployez justement à destination des autres acteurs du territoire Médoc qui est le vôtre. Préambule, nous, on est plutôt des techniciens et la question de l'intérêt général, je pense qu'il y a 10 ans, on ne comprenait pas ce que ça voulait dire. La philanthropie, pour nous, c'était aussi du verdissement d'opérations. Donc, voilà, c'est aussi un sujet qu'on a expérimenté. On a été aussi accompagné là-dessus parce que je pense que ce n'est pas des choses qui s'inventent toutes seules si on veut que ça ait effectivement, encore une fois, de l'impact, entre guillemets, ou que ça ait une forme d'utilité. La question générale, c'est la redistribution de la valeur créée par l'entreprise. Je vous ai dit au départ, nous, on est parti du volet social, donc cette question, elle se posait plus vers l'interne, c'est-à-dire comment on partage le profit éventuel généré par l'entreprise entre l'entreprise elle-même et ses salariés. Donc on est quand même toujours en circuit fermé. Et du coup, le questionnement par rapport à ces enjeux de responsabilité territoriale, c'est de se dire, bah oui, on a d'autres parties prenantes, on a des fournisseurs à qui on peut donner de la valeur, on a des clients qui nous en donnent, mais auxquels on peut aussi en répartir un peu. Et puis on a finalement le territoire. Donc c'est une notion qui est apparue quand même relativement tardivement pour nous par rapport aux enjeux de 2000 ou 2010. Mais on s'est dit, bah oui, on extrait, et c'est la réalité, une ressource du territoire. Encore une fois, c'est essentiellement du bois, mais il y a d'autres choses qu'on extrait. Comment on rend au territoire, finalement, ce qu'on lui a pris. C'est ça, la philosophie générale qu'on essaye de développer dans l'entreprise. Et je pense que c'est une dialectique qui est intéressante pour toutes les entreprises. Aujourd'hui, le positionnement de l'entreprise dans le monde dans lequel on vit, notamment en France, il n'est pas positif. Voilà, il faut être clair. Il est plutôt assez décrié, à
à tort ou à raison, mais c'est la réalité. Donc peut-être que là, on a une façon de rendre à l'entreprise finalement une forme de sens. On parle beaucoup de sens au travail, mais personne n'a encore trouvé la solution par rapport à ça. En redonnant de la proximité avec l'action territoriale, je pense que les salariés de l'entreprise et puis les gens qui nous entourent, ils se disent oui, ces mecs-là, finalement, ils ont leur place dans notre écosystème. C'est ça un petit peu Donc après, il faut s'outiller. Encore une fois, on est des techniciens, donc nous, on cherche toujours des outils qui permettent d'alimenter l'action. On est aussi dans l'action, on est en PME, donc on est toujours dans les drivers très pragmatiques. La question de la politique d'intérêt général qu'on doit statutairement mener à travers le fonds de dotation actionnaire, c'est finalement un outil au service de cette problématique-là. Donc nous, on a travaillé 3 thématiques. Une première thématique qui est liée à la question forestière, donc comment finalement impulser sur nos territoires des politiques de gestion forestière qui soient un petit peu différentes que celles qui sont conduites jusque-là. Alors c'est un sujet éminemment politique aujourd'hui, éminemment médiatique. Donc nous, on choisit d'essayer de changer notre monde à nous. On ne veut pas changer le monde, on veut essayer de partir de notre expérience, de notre terrain, pour voir comment on peut faire évoluer les choses. Et c'est un sujet très, très intéressant, avant de venir sur les 2 autres thématiques, parce que ça positionne aussi l'entreprise comme un acteur politique, mais au sens noble du terme. Alors, je ne dis pas que la politique n'est pas noble, mais voilà, donc c'est sphère d'influence, comment générer de l'action qui vont faire bouger des lignes qui sont souvent, qui viennent du haut, sans aucun sens sur le terrain. Donc cette question-là, aujourd'hui, elle est en train d'évoluer. On a beaucoup d'espoir sur ce qu'on a mis en place. Alors, notamment, nous, on a fait venir une autre association qui est en rescrit fiscal, qui s'appelle Sylvact, qui en gros monte après des phases de concertation avec le territoire, des projets sylvicoles territoriaux, et donc on les a fait conventionner avec le PNR Médoc. Donc voilà, on remet du lien dans les politiques publiques sur ces sujets-là, en partant de micro-actions territoriales, mais qui peuvent potentiellement se déployer. On a un sujet énorme en Nouvelle-Aquitaine, et là on touche à la question de la ressource, etc. Le deuxième axe, qui est aussi intéressant parce que du coup il nous met en lien là, assez directement avec les élus locaux, c'est ce qu'on a appelé pompeusement éducation à l'environnement. En gros, c'est pousser des outils type fresques ou autres maintenant vers les élus locaux ou les professeurs de collèges et de lycées qui seraient volontaires pour subir, entre guillemets, ce type d'outils. Donc nous, on a des salariés qui sont formés à la fresque. Et ça, c'est très intéressant comme dynamique. Là, récemment, on a fresqué. Du coup, on a formé aussi des gens du PNR sur le sujet. On a aidé à la formation, en tout cas. Et on a, par exemple, déployé très récemment une fresque auprès des salariés et des élus de la commune de Castelnau-du-Médoc. Donc c'était 55 personnes, avec une dynamique hyper sympa, parce que du coup, les élus et les salariés étaient ensemble. Nous, on était là en intermédiation, et on est vraiment sur la question de l'éducation à l'environnement, parce qu'il n'y a pas que le DevEco. Enfin, aujourd'hui, la problématique, c'est de croiser une feuille de route Néoterra avec le développement économique. Jean-Bernard qui est là-bas, il connaît la problématique. Ou voilà, les enjeux économiques du territoire avec des enjeux à moyen ou long terme sur la question liée à l'urgence climatique. Nous, en Médoc, on a pas mal faut être honnête aussi, on a pas mal de climato-sceptiques. Donc le fait qu'une entreprise pousse ces sujets-là auprès des élus, quand même les élus finalement se disent oui, il y a peut-être un truc. Voilà, il faut peut-être qu'on aille regarder et ça recrédibilise un petit peu l'action. Et le troisième axe, en fait, on l'a dénommé faire ensemble sur le territoire. Donc là, on est plutôt dans des logiques d'accompagnement d'associations via nous, on a un réseau tiers-lieux Médoc qui est assez important. Et donc, on conventionne avec eux, on leur donne un appui financier aussi. Et on développe, tu en as parlé tout à l'heure, du mécénat de compétences, qui est un autre outil très intéressant en termes d'ingénierie sociale. Nous, très concrètement, on donne la possibilité, en tout cas à tous les salariés qui le souhaitent, d'avoir 4 jours payés par l'entreprise pour aller aider les associations du territoire. Et là, ça recrée aussi, on parlait de faire société tout à l'heure, ça recrée de la dynamique de ce point de vue-là. Lucie, en complément sur cette nouvelle vision du développement économique local et sur les liens entre les acteurs, vous l'avez bien approfondi tout à l'heure. On a parlé des mairies, des acteurs économiques, des associations. Est-ce que vous, dans le déploiement des supérettes API, vous notez aussi des attentes réciproques particulières entre les acteurs publics et les acteurs économiques? Est-ce qu'il y a des évolutions de ce point de vue-là? Il y en a, c'est très hétérogène d'un territoire à l'autre. Voilà. Nous, on se heurte aussi à des territoires
où l'accueil est difficile, hein, on va pas se mentir. Donc ça prend du temps. On est sur un modèle, comme je le disais tout à l'heure, qui est quand même disruptif. Donc voilà, dans la tête des personnes qu'on côtoie, effectivement, on répond pas forcément à leur imaginaire du commerce ancestral. Voilà. Par contre, on est sur des territoires où il n'y a plus rien. Donc quand il n'y a plus rien, on propose quelque chose. Voilà. Donc le constat, c'est ça. Après, on a conscience que ça prend du temps, on a conscience qu'il faut y aller à plusieurs, qu'une mairie qui, le premier coup, peut nous dire non 6 mois après, en voyant les supérettes qui ont ouvert sur des territoires voisins ou au sein du même EPCI, peuvent dire, ah bah, nous rappeler et nous dire bah, finalement j'ai réfléchi et effectivement ça peut correspondre. Donc voilà, on est sur un temps long quand même d'éducation, on propose quelque chose qui est complètement différent. Moi, je pense qu'on bénéficie quand même d'une agilité dans notre action qu'on mène au quotidien et dans le développement économique, en tout cas à l'échelle d'une commune ou d'une communauté de communes. La différence avec les pouvoirs publics, c'est qu'on a une agilité d'exécution qui est quand même... voilà, on ne travaille pas dans le même espace-temps, on va dire. Donc, on peut répondre vite. Il nous faut 3 mois pour installer une supérette quand on a dit oui, voilà, quand on se décide. Donc on peut répondre vite. Et ça, c'est des moyens, malheureusement, que les pouvoirs publics ou qu'une mairie n'a pas toujours, moyens financiers, cette agilité de prise de décision et d'exécution. Donc on espère qu'au travers de ça, on peut aider. Voilà, à faire contribuer. Puis après, on voit des choses, moi j'ai quelques exemples à citer, mais on voit des choses qui finalement prennent, comme je le disais avec le temps, nos supérettes, on le voit après 18 mois d'existence, que c'est tout jeune. Hein. Notre plus ancienne supérette à Claye en Charente, elle a à peine 2 ans, enfin c'était novembre 2022, donc 2 ans et demi. Elle continue toutes les semaines d'avoir des nouveaux clients, des comptes qui se créent, alors qu'on pensait avoir... en tout cas, saturer le territoire, en tout cas des alentours, mais bouche à oreille, voilà. Donc c'est ce que je dis, ça prend du temps. Et on voit sur certaines communes qu'il y a des super exemples. Il y a des mairies qui ont recréé un marché suite à la création de la supérette, ou qui ont créé des animations qu'on soutient bien sûr. On a un réseau d'ambassadeurs, on a 4 ambassadrices salariées à plein temps. Qui circulent sur tout le territoire pour être en soutien des événements communaux, d'un vide-grenier, d'une course le dimanche, d'un ramassage de déchets. Donc on soutient financièrement, mais pas que, mais aussi humainement, on va dire, avec de l'énergie sur ces projets-là. Et on a des communes qui recréent des marchés. On a une commune où il y a des commerces qui se sont rouverts dans les 12 ou 18 mois après l'ouverture de la supérette. En proximité directe, c'était des locaux qui étaient vides, inoccupés depuis plus de 10 ou 15 ans. Donc on se dit, bah voilà, c'est pas nous, hein, c'est l'énergie collective qui a fait que finalement on a recréé ce pôle d'activité et cette place du village qui ne répond pas à l'imaginaire historique voilà, de tout le monde, mais en tout cas qui répond à un besoin qui aujourd'hui est réel. Voilà, de pouvoir proposer ce service-là, redonner accès à ces services essentiels, tout en respectant l'environnement. Voilà, et les contraintes qu'on a aujourd'hui voilà, avec notre société, quoi. Un véritable rôle sur le territoire. Pour Lucille Benesto et Pierre Chevalier, il y avait une question qui va croiser un petit peu la mienne. Moi, je voulais vous interroger sur le changement de posture des acteurs publics au sein de votre collectivité, que ce soit les élus, vos collègues au sein du conseil communautaire et puis aussi les techniciens avec Lucille. Changement de posture donc, de ces acteurs vis-à-vis des acteurs économiques pour mieux, eux, les intégrer dans les dynamiques territoriales et finalement dans les transitions. Et il y avait une question de Barbara Dubois qui demande comment on accompagne cette culture commune avec les élus sur le changement de logiciel dans la manière de faire. Un petit Je vais répondre à cette question, mais après je laisserai Lucille. Qui complétera, bien sûr. J'apprécie énormément la logistique que vous mettez en place. Donc, nous avons présenté au ministère de l'Agriculture, pour la région Nouvelle-Aquitaine, un PAT, plan alimentaire territorial. C'est ce que vous faites avec les circuits courts, que vous engagez dans votre distribution. C'est formidable ce que vous faites. Hein. Et ça correspond effectivement, la Haute-Corrèze Communauté, je crois, a été la seule structure collectivité à présenter à Paris, donc pour Nouvelle-Aquitaine,
un plan alimentaire territorial. Et ce que vous faites, vous développez un plan alimentaire territorial. C'est assez extraordinaire, je trouve. Donc, comment est-ce qu'on construit? Nous, c'est pas compliqué. Lucille va le développer. Nous, on a 700 élus. Et tous les ans, on va les voir. Avant-hier soir, nous étions dans un canton, on avait invité les maires, tous les conseils municipaux. On explique ce qu'on a fait et nous sommes là pour les écouter, partager, pour mieux construire. Et c'est comme cela que nous avons ce plan stratégique. Donc, entre autres, oui. Et puis le projet de territoire avait été construit et co-construit avec les élus initialement. Et depuis, à chaque fois, il y a des rencontres. On a aussi été accompagné par une agence de design d'intérêt général, l'agence Vraiment, qui nous permet d'accompagner les élus dans la co-construction d'un dialogue citoyen et comment aller vers ces habitants, nos habitants et nos usagers. Donc il faut aussi faire preuve beaucoup de résilience, parfois d'abnégation, pour trouver un terrain d'entente constructif entre les élus et les acteurs économiques. On fait vraiment on a beaucoup d'ambition, on fait de mieux en mieux pour vraiment co-construire. Sur notre PAT, on a 3 ateliers qui vont être avec un écosystème très hybride qui vont avoir lieu au mois de juin. On le fait au quotidien, dans nos actions au quotidien. Des fois, on a quelques échecs ou erreurs qui nous permettent de mieux rebondir. Sur la mobilité, on a eu quelques écueils, malgré une méthodologie plutôt assez bien menée. Mais en tous les cas, la volonté est là. Après, on avance tous ensemble. Pour les enjeux, comme on disait tout à l'heure, vraiment de bien vivre sur notre territoire. On parlait de ce changement de posture et il y a une question des participants sur le leadership en fait, dans ces démarches territoriales offensives et transversales. On a l'impression, en vous écoutant, que de toute façon, l'un ne peut pas se faire sans l'autre, qu'il nous faut les acteurs économiques d'un côté, les acteurs publics de l'autre. Est-ce que la légitimité des acteurs économiques à agir dans le champ du développement économique local, elle est bien reconnue aujourd'hui? Et du côté des acteurs économiques, est-ce que cet intérêt des acteurs publics d'aller justement chercher la contribution des acteurs économiques, elle est justifiée et légitime également? Jean-Charles, vous, quel est votre regard là-dessus? Ça, c'est une dure question, mais qui est au cœur de la problématique, je pense. Alors, moi, à titre personnel, par ailleurs, je suis membre du directoire de l'Agence de développement et d'innovation de la région, qui est un peu un bras armé sur des formes de développement économique et d'accueil d'implantation sur le territoire. Bon, moi, je dirais, alors très pragmatiquement, en tant que chef d'entreprise, aujourd'hui, l'interlocuteur en matière de questions économiques, c'est l'interlocuteur et les compétences de mon point de vue, parce qu'il y a quand même un sujet de compétences sur lequel je voudrais revenir, c'est plutôt le niveau régional. Bon, le département statutairement intervient très peu sur les questions économiques, il intervient sur les questions d'infrastructure, donc c'est aussi un interlocuteur. Et après, si on vient à l'échelle CDC et commune, franchement, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans les mêmes temporalités. Moi, je pense que ça, c'est quand même un enjeu. Que le croisement avec les enjeux de transition environnementale, il est plus compliqué à faire. Là aussi, c'est peut-être un problème de culture ou de compétences. Mais il y a aussi des diversités de territoires. Hein. Donc, fédérer les territoires comme vous le faites, franchement, c'est fantastique. C'est un exemple. Je pense qu'il faudrait aller le déployer dans d'autres territoires en France aussi. Mais à notre échelle, en tout cas, moi, je pense que c'est vraiment compliqué. Et la commune, à cette échelle-là, a un vrai pouvoir. Voilà. Et donc, voilà, nous, on a des tensions de ce point de vue-là. Aujourd'hui, les acteurs communaux, ils voient un projet qui arrive. Ça va créer tant d'emplois, ça mobilise un peu d'argent public, mais c'est pas grave. Ils regardent pas trop le reste. Je caricature un tout petit peu. Voilà, je pense pas qu'ils appellent l'ADEME pour voir si effectivement ça tient compte des problématiques de transition et autres. Donc il y a un vrai sujet à la fois de compétences, de temporalité et de pouvoir de l'action publique. Donc moi je dirais, c'est pas parce que on aime bien la région et que quelque part ils sont dans notre gouvernance. Je pense que la région n'a pas de souci par rapport à ça, mais aussi parfois coincée entre des enjeux politiques et des enjeux de transition.
et l'échelle territoriale locale. Lucie, pour compléter, pour API, donc cette question un petit peu de légitimité et de croisement des apports de chacun sur le développement économique local et les transitions. En ce qui nous concerne, nous, la légitimité, elle se construit avec le temps, parce qu'au début, on arrive avec une supérette. C'est quoi ces ovnis ? On n'y croit pas trop. Et puis, on remercie d'ailleurs les mairies qui nous ont fait confiance depuis le début et qui ont pris le risque de nous accueillir sur leur parcelle communale. Mais là, on se dit, 105 supérettes. La légitimité, aujourd'hui, on a la Banque des territoires qui est derrière nous. On a encore beaucoup de choses à prouver, mais on est écoutés. Et nous, on travaille à toutes les échelles. Et comme on a une vision quand même qui va devenir nationale, à mon avis, au fil du temps, là on est très néo-aquitain, mais bientôt national, on se dit, on a l'espoir en tout cas de se dire que on va pouvoir travailler à toutes les échelles. L'échelle communale, avec vraiment les mairies qui sont nos premiers territoires d'accueil, là encore très hétérogène d'un territoire à l'autre, mais on ira vite avec ceux qui le souhaitent et on ira peut-être dans un second temps développer d'autres choses avec ceux qui ont besoin de temps. Voilà. Le PCI, la région, on a plus de 75 supérettes sur la région Nouvelle-Aquitaine, donc on est en lien étroit, on est Néoterra aussi, donc on s'inscrit dans la feuille de route, et tout ce qu'on peut porter en tout cas comme voix pour la région, on le fait, et puis bientôt national, on est en contact avec les ministères, comme je disais, la Banque des territoires, sur toutes ces questions de ruralité, d'accès aux services. Et en fait, on essaye de créer un écosystème. Donc la légitimité, elle se crée avec le temps. Et ce que je disais tout à l'heure, je pense que notre agilité, notre flexibilité, notre capacité à rebondir, parfois à changer à changer un peu de direction et beaucoup plus rapidement qu'une collectivité, ça va nous aider à aller plus vite et à entraîner les autres avec nous. Donc en fait, c'est ensemble qu'on va faire le choix. Ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, Lucie, c'est que vous nous faites vraiment part de ces enjeux donc de légitimité, de leadership également, mais on est bien sur un contexte multi-échelle, multi-acteurs. Vous nous le dites quand vous nous faites part de tous les partenariats. J'ai Pierre Chevalier à côté de moi qui voulait réagir sur ce dernier point. Et puis la question était aussi tournée pour les acteurs publics et les acteurs privés. Je ne veux pas abuser du temps qui m'est accordé, mais néanmoins, vous avez 2 minutes. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de Jean-Charles Rhin. Nous, on n'est pas assez intelligent pour travailler tout seul. Quand on est un territoire hyper rural, qu'on est pauvre, on a besoin de tout le monde. Aujourd'hui, l'économie, elle est partagée entre les EPCI et la région. Et nous, c'est un partenariat avec la région. Au quotidien, dans la voiture, en venant ce matin, on traitait un dossier avec le pôle économique de la région pour notre territoire. Et chez nous, c'est naturel. Le service économique que dirige Lucile n'a pas de journée sans être en relation avec les services économiques de la région et de l'ADEME. On co-construit des dossiers en partenariat. Mais parce que des territoires comme les nôtres, c'est comme ça qu'on les sauve. Hein. C'est avec du partenariat et une véritable dynamique. Et honnêtement, la région, franchement, les soutiens sur des territoires ruraux comme les nôtres sont quelquefois différenciés, favorables à nos territoires, dans le cadre d'une politique d'aménagement du territoire et d'économie rurale. Et ça, il faut le dire, parce que c'est ce que moi, je vis quand même. C'est ce que vous illustrez très bien sur le multiniveau, la mobilisation et l'expérimentation, finalement, des nouvelles formes de gouvernance qui sont en train de surgir et de s'adapter au territoire en fonction des besoins. Marilyn, on va finir ce temps avec vous parce qu'il y a une question qui me semble très intéressante. Au même titre que la RSE, est-ce qu'il y a une réflexion sur la création d'un cadre réglementaire pour prendre en compte la RTE ? Et ça permettra de faire le lien aussi un petit peu avec ce que nous disait dans le temps de témoignage Jean-Charles. Je vous laisse répondre. Merci pour la question. Alors, nous, à ce stade, on n'a pas de volonté, je dirais, de mettre un cadre réglementaire. C'est-à-dire qu'il nous semble qu'aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est de voir comment on expérimente. Et c'est cette diversité-là qui nous intéresse. Donc dans le programme de recherche, effectivement, on a des outputs comme
guide de l'accompagnement, guide des bonnes pratiques pour aider les collectivités et les entreprises pour faire savoir ce qui existe. Mais l'idée, c'est vraiment de continuer à bien comprendre ce qui se joue, comment les acteurs travaillent ensemble, comment ils se mettent en place pour répondre aux besoins, changer les modèles, changer les comportements. Ça prend du temps. Ça nécessite d'avoir des différents acteurs, des multiniveaux. Et donc, c'est ça qui me semble aujourd'hui plus important, ou en tout cas à faire. Et après, on verra sur les questions réglementaires. Mais pour l'instant, vraiment, l'idée, c'est d'expérimenter pour trouver des solutions aux faire société, ou répondre aux besoins concrets des populations. Merci Marilyn, merci Jean-Charles, merci Lucie. Merci à vous. Merci Lucille et merci Pierre. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Moi, j'aurais continué à discuter avec vous comme ça un moment. Merci vraiment pour la qualité de vos témoignages et votre réactivité les uns aux autres. C'était un plaisir d'animer ce temps avec vous. Je vous propose de nous faire part de votre mot de la fin, de vos réactions et de faire le lien avec vos politiques et vos actualités. Lisa, si vous voulez bien, on va commencer avec vous. Vous avez 5 minutes pour la conclusion. Merci beaucoup, Julia. Puis, voilà, je rejoins ce que vous disiez sur la qualité des interventions et la qualité des intervenants, et vraiment cette discussion qui montre toute la convergence qu'il y a sur ce sujet du lien entre l'économie et les acteurs du territoire. Je me livrerai peut-être à une synthèse et quelques éléments de prospective dans le temps qui m'a imparti. Peut-être en termes d'éléments de synthèse, et je pense que tous les acteurs qui étaient présents l'ont dit, je crois qu'on est dans un cadre où le contexte, de toute façon, amène de manière assez claire à renforcer des coopérations qui, de toute façon, existent d'ores et déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, cela a été très bien dit par les différents acteurs économiques et puis par le président, nous sommes aujourd'hui dans la continuité de choses qui étaient déjà discutées en fonction des diversités territoriales et de l'économie territoriale qui est très, très marquée, avec beaucoup de différences au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Le contexte, il change, vous l'avez dit à plusieurs reprises, à différents niveaux. Il y a un contexte géopolitique qui n'est pas anodin pour les entreprises. Parfois, on peut parler d'instabilité, mais qui est réelle au niveau international. Des problématiques réelles aussi de réindustrialisation du pays qui se posent, des questions de souveraineté économique, souveraineté aussi alimentaire. Et le changement climatique, vous l'avez tous évoqué, et ça, je le dirai en perspective, qui énerve et qui va aussi bouleverser d'une manière durable l'appréhension de ces questions-là. Le lien entre économie et territoire, il est évident, parce que ça, vous l'avez dit tous aussi, les questions d'emploi, on est sur des bassins d'emploi, il y a la question des salariés, la question de l'accueil des populations, la question de l'attractivité. Il faut se déplacer, se nourrir. Ça crée aussi de la valeur. Il n'y a pas d'un côté les entreprises, d'un côté les collectivités, ça crée de la valeur. Tout ça crée de la valeur aussi, les collectivités. L'État aussi, en soutien, sont bien évidemment très investis sur ces questions. Il y a des modes de coopération, vous l'avez dit, qui sont en place ou qui se développent. La question des circuits courts, la question de la ressource, dès lors que la ressource est utilisée sur le territoire. Question de sobriété, la ressource sur les forêts, la ressource à l'eau, ça a été aussi évoqué. Et globalement, vous l'avez dit, le président l'a bien dit, on est globalement aussi sur des questions d'aménagement du territoire. Donc en fait, c'est le même sujet. Tout le monde se rejoint sur ce même sujet-là. La question des ressources, elle est évidente, elle est essentielle, et ça a aussi été dit par le PDG de l'entreprise Adam. La ressource, elle est commune, elle est collective. La question de l'accès au sol, la question de l'accès au foncier, de l'accès à l'eau, de l'accès aux forêts, de la préservation de la biodiversité, c'est des choses en fait qui rejoignent forcément et qui font un creuset où tout le monde se rejoint d'une certaine manière. Donc il y a une nécessité, j'ai envie de dire, absolue de continuer la coopération et le dialogue, et l'État est bien évidemment aux côtés, et d'ores et déjà aujourd'hui, de l'ensemble des acteurs, que ce soit en termes de soutien financier, de manière massive. Alors, on a parlé de l'ADEME, on a parlé de la Banque des Territoires, ce sont des opérateurs de l'État qui sont aujourd'hui effectivement très investis aux côtés, au plus près des acteurs du territoire,
au travers de nombreux dispositifs, je ne les citerai pas tous, mais notamment sur l'aspect environnemental, je ne citerai que le fonds vert ou le fonds France 2030 ou les fonds de l'ADEME. Les questions d'attractivité, de résilience et de richesse environnementale, c'est ce que je retiens aussi de ce que vous disiez, Monsieur le Président. En faire une richesse, ce n'est pas une contrainte, c'est quelque chose, parfois, l'environnement, on entend ça comme une contrainte. Et en fait, c'est un peu ce que vous avez tous dit, c'est comment on remet ça un peu au cœur du système, parce que les problématiques de richesse, de cadre de vie, d'accès à l'eau, de profiter des paysages et de faire en sorte que les ressources qui ne sont pas infinies, ça aussi, et ça a été dit, soient utilisées de manière la plus sobre possible. Juste une perspective sur le climat, vous en avez tous parlé. Le climat va, d'une certaine manière, amener à renforcer encore plus ce dialogue. Vous l'avez exprimé de manière différente. Il y a trois enjeux majeurs que vous avez tous en tête, qui sont devant nous et qui vont de fait armer encore plus les territoires, les acteurs, de manière complètement convergente sur ces questions-là. La question de décarbonation, c'était dit, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez en tête et on le vit et on le voit au niveau du territoire, on le voit au niveau des forêts, vous l'avez aussi exprimé. On est sur une augmentation des températures plus rapide que prévu qui amène de toute façon à freiner et avoir une action massive en termes de décarbonation sur l'ensemble des secteurs d'activité. Et ça, c'est absolument essentiel. Ce qui est absolument essentiel aussi, ce sont les enjeux de préservation de notre richesse, de notre patrimoine commun national, international, que sont toutes les ressources. La gestion de la ressource en eau, les forêts, les sols, etc. Et c'est dans un contexte où le climat s'accélère, en tout cas le dérèglement climatique s'accélère, on sait quelles sont les tensions qui vont être à l'œuvre sur l'accès à l'eau potable demain, sur des événements extrêmes demain, sur des moindres régénérations forestières, puisqu'on parlait des forêts, sur une utilisation sobre des ressources, et on a eu des très bons exemples qui ont été cités de par les acteurs économiques là-dessus. La question de l'adaptation au changement climatique aussi, on est sur quelque chose d'inévitable et c'est comment on se prépare aussi et comment les solutions aujourd'hui et comment on mobilise aujourd'hui des solutions qui permettent aujourd'hui, de toute façon, et je pense que vous en avez tous donné des très bons exemples, c'est aussi vous êtes déjà dans l'adaptation au changement climatique. Quand on parle d'agir en proximité, mettre en place des circuits courts, répondre aux besoins, faire en sorte que la ressource soit utilisée et de manière sobre, on est vraiment au cœur du sujet. Donc l'État accompagne très largement et on coporte avec la région la démarche de planification écologique, vous l'avez en tête, qui au niveau national est portée par le Président de la République. L'État soutient de manière massive au niveau financier ces questions-là. Juste un chiffre, en 2023, l'État, ses agences, ses opérateurs, dont l'ADEME, dans la Banque des Territoires, dans la Banque publique d'investissement, etc., il y en a beaucoup, ont injecté plus de 2 milliards d'euros pour accompagner la transition écologique pour l'ensemble des acteurs privés, publics, puisque c'est vraiment un sujet qui est absolument essentiel. On aurait pu aussi parler des questions en termes économiques, d'accompagnement de la rénovation énergétique des bâtiments, qui sont aussi soutenus par l'État, les collectivités, les questions de développement des mobilités sur le transport. Donc en fait, on voit bien que l'ensemble quasiment des secteurs de l'économie sont aujourd'hui de toute façon impactés par ça. Donc voilà, en conclusion, vous remercier et puis inviter effectivement l'ensemble des acteurs à poursuivre les coopérations. Merci beaucoup Lisa. François-Xavier, à votre tour, en 5 minutes, le mot de la fin pour la région. Alors, le mot de la fin pour la région, c'est le mot du début pour la région. Je reprendrai le mot de Jean-Charles Rine. On ne change pas le monde, mais on commence par changer notre monde. Et nous essayons à l'échelle de la région de changer notre monde régional. Pour ça, nous avons plusieurs actions. Et nous pensons que l'espace régional est un espace effectivement propice pour porter la question des transitions à tous les niveaux, qu'elles soient climatiques, mais aussi économiques et sociologiques. Et nous avons mis en place une deuxième échelle qui nous paraît intéressante et interpellante, c'est le contrat de territoire auquel faisait référence la Haute-Corrèze. Le contrat de territoire, c'est en gros la dynamique sur un territoire composé par 4 PCI à peu près dans chacun des départements, de porter un avenir commun ensemble, un avenir commun qui permette des transitions acceptables
et accepté à la fois par les entreprises, les populations et bien entendu la gouvernance des collectivités territoriales. Donc ces contrats s'appellent les contrats de développement et de transition que je pilote à la région. Ces démarches-là sont accompagnées par toutes les politiques sectorielles de la région, dont la dimension économique, qui est très importante. La dimension économique, c'est plus de 400 millions d'euros injectés dans l'économie régionale par an, mais aussi la dimension, par exemple, environnementale. On a parlé beaucoup des PNR, et je trouve très intéressante l'émergence de l'entrée du PNR dans une entreprise, parce que ça veut dire qu'on peut travailler autrement justement entre personnes publiques et personnes privées, et donc les PNR sont soutenus à hauteur de 500 000 euros par PNR chaque année par la région, et ça me paraît très intéressant. Je parlerai aussi, parce que Jean-Bernard Gilles est là, des cadets qu'il a mis en place et qui sont des dispositifs de retournement en fait des territoires qui ont des difficultés économiques, retournement à partir des entreprises du territoire. Et ça m'amène à une deuxième dimension qui me paraît intéressante. On parle de responsabilité territoriale des entreprises, mais la RTE doit aller aussi dans l'autre sens. La responsabilité du territoire aux entreprises. Et cette responsabilité du territoire aux entreprises, comme disait Marilyn Filippi, elle est très intéressante à observer dans 3 cas de figure. La recherche n'a pas encore pris en compte la nouvelle appellation territoriale que nous, à la DATAR, nous essayons de donner. Nous ne parlons plus de urbain, périurbain et rural profond, surtout rural profond. Ça a des connotations qui sont quelquefois un petit peu difficiles. Nous parlons d'urbain, de rural sous dépendance et de rural autonome, qui nous paraissent beaucoup plus logiques dans la dynamique territoriale. Et ces territoires-là sont des territoires effectivement d'avenir. Le président nous a demandé à la DATAR d'organiser une journée le 8 juillet à laquelle vous êtes tous invités à Meymac. Donc là, on fait encore le lien avec... Pardon ? C'est déjà sur l'agenda. C'est déjà sur l'agenda, super. À Meymac, cette journée sur la ruralité, c'est une journée qui se veut nationale pour engager 3 dimensions essentielles du territoire à parler ensemble. La dimension de la recherche, et nous ferons venir des acteurs de la recherche. Madame Filippi, si vous êtes disponible, c'est avec plaisir que nous vous recevrons. La dimension du territoire, donc tous les acteurs du territoire, dont les entreprises, et également la dimension de la gouvernance, parce que effectivement, on voit avec la RTE que le lien entre les acteurs du territoire et la gouvernance territoriale est essentiel. En conclusion, je pense que la RTE nous amène sur des champs qui nous mettent en valeur de l'expérimental. La mise en valeur de cet expérimental, elle démontre que quand on travaille ensemble, on va toujours plus loin, quelquefois un peu moins vite. API, des fois, c'est bien d'aller moins vite que API. D'ailleurs, API a été soutenu en amorçage par la région à l'époque. Donc, cette dimension collective, elle doit partager effectivement à Meymac la question de la réflexion et donc de la recherche et de son application sur les territoires. Elle doit partager aussi la question de qui prend en charge le risque. On a vu que l'entreprise prenait en charge le risque. La collectivité peut prendre en charge aussi un certain nombre de risques. Et quand le risque est pris en charge collectivement, il est normal qu'on réfléchisse à la façon dont la valeur et le bénéfice sont redistribués collectivement. Et là, ça m'amène à un point que je partage largement avec notre président de région. C'est un point que la dynamique territoriale ne peut se faire effectivement qu'avec la dimension économique, mais qu'avec aussi la dimension d'un certain humanisme partagé, et donc d'un humanisme qui engage en fait à partager la valeur de tous et la ressource que le territoire nous offre. Et là-dessus, là où je pense que la RTE doit approfondir le champ de la recherche, c'est comment est-ce que
on amène justement quelque chose qui est immatériel et totalement déterritorialisé, qui est le flux financier, à revenir sur le territoire. Et moi, j'ai coutume de dire, en bon prof d'urbanisme que j'ai été pendant longtemps, que quand la finance dévisse et que la société dévisse, c'est bien le territoire qui retient les gens et qui les ancre. Et donc là, il faut qu'on ait tous collectivement une réflexion sur comment est-ce qu'on va plus loin à travers la RTE, les RTE, vers justement une capacité à faire revenir la question du financier et du flux financier notamment vers le territoire, au bénéfice du territoire. Large sujet. Merci François-Xavier. Nous nous tournons maintenant vers Cédric qui est en distanciel. Cédric Sousse de l'ADEME. Oui, merci Julia, merci aussi à vos différents intervenants de qualité, parce que c'est à noter. Je voudrais, même si on ne l'a pas préparé en avance, je vous voyais derrière moi en fait une photo qui est une photo de mes Macs, donc je suis content que François-Xavier l'ait aussi évoqué. C'était un petit clin d'œil au président Chevalier et ses services, une collectivité avec laquelle effectivement il y a beaucoup de travaux actuels. Alors peut-être un petit sujet, enfin me concernant et puis nous concernant tous sur des on est dans une trajectoire de transition écologique qui concerne sans doute en termes d'actions à mener à la fois les collectivités, sans doute, puisqu'elles sont référentes, garantes, en tout cas de stratégies, de trajectoires à leur propre échelle territoriale, mais qui concernent surtout les acteurs économiques, les citoyens, et c'est bien toute cette diversité d'acteurs qui est à mettre en musique. Donc c'est très important d'avoir ce genre de webinaire, en tout cas de mise en relation entre acteurs économiques et collectivités, pour travailler le sujet ces temps-ci également. On voit une certaine perte depuis quelques années de la relation entre entreprises et collectivités, des choses qui étaient assez naturelles, notamment à travers des pays. Ce dialogue un petit peu continu qui a tendance un petit peu à se perdre et qui redevient à nouveau une priorité. Donc ça fait partie des éléments plutôt de satisfaction à l'avenir. Peut-être dans la manière d'aborder les transitions au sein des collectivités, il y a un changement de posture qui semble assez évident aujourd'hui, même s'il n'est pas tout à fait finalisé. On a eu pas mal de collectivités qui ont travaillé le sujet en tant que maître d'ouvrage de la transition, sur des aménagements, sur de la rénovation, sur de la construction de politiques territoriales, des collectivités qui par la suite, et c'est encore le cas notamment sur Haute-Corrèze collectivité, des collectivités qui ont plutôt diversifié leur façon d'aborder le sujet des transitions, en le faisant percoler dans toutes les compétences qu'elles exercent, qu'on parle d'achat public, d'aménagement, de rénovation de l'habitat, de la mobilité, de l'action sociale. En tout cas, tous les champs d'intervention de ces collectivités locales peuvent s'améliorer en limitant leur impact environnemental. Et effectivement, on revient aujourd'hui au goût du jour un sujet qui est un sujet plutôt d'animation du territoire, de relations, de construction des politiques publiques avec les acteurs économiques, en tout cas tous ceux qui représentent la société civile sur le territoire. Ce genre de situation, ça pose la question aussi du côté des collectivités, peut-être de renoncer à la réalisation et la mise en œuvre de certains services publics qui, voilà, une collectivité ne peut pas tout faire, ne doit pas forcément tout faire à toute échelle, répondre à tous les besoins, toutes les demandes. Et c'est ça aussi le changement de posture et l'importance d'avoir des entreprises qui soient investies sur le territoire. C'est que bon nombre d'actions finalement se font déjà d'elles-mêmes, que ce soit à l'initiative de certains acteurs économiques, d'associations d'entreprises, de zones. Il y a tout un tas d'initiatives qui sont portées par ces acteurs économiques et à la limite, la collectivité n'a qu'à suivre d'une certaine manière à passer la balle. Je ne veux pas dire que c'est simple partout et qu'on est sur un territoire, en tout cas, qui est homogène sur ces sujets-là. Mais on peut commencer aussi à introduire des notions de faire, de faire avec, de laisser faire et peut-être parfois de subsidiarité entre l'action de la collectivité et l'action des acteurs économiques, peut-être de complémentarité ou de co-administration du territoire. C'est des sujets qui sont importants parce qu'on a besoin, de toute façon, que la collectivité, elle soit consciente des dynamiques qui sont en cours sur son territoire, qu'elle soit garante peut-être du suivi d'une trajectoire environnementale de son territoire. Donc, elle a besoin également d'avoir ce retour des initiatives et des actions qui sont portées par les acteurs économiques de son territoire.
Et puis, pour conclure, je vous dirais qu'effectivement, on le voit en ce moment sur des sujets qui sont plutôt des aménagements, de réaménagement de centres-bourgs, donc sur des échelles qui sont vraiment micro, quand on parle notamment de relations avec les acteurs économiques, qu'il n'y a rien de plus négatif que de laisser faire, en tout cas de laisser la situation dans l'état actuel, et qu'il n'y a pas beaucoup de risques en fait à tester, à expérimenter, à laisser faire, à écouter et à co-construire avec les différentes structures qui fabriquent nos territoires. Donc encore une fois, plutôt tester, expérimenter, je crois que c'est un peu le sens des documents et de la conférence que nous avons eue aujourd'hui. On n'a rien à perdre, en tout cas à travailler, à construire le futur de notre territoire collectivement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Cédric pour cette conclusion et ces perspectives. Merci à tous les trois qui représentaient aujourd'hui les services de l'État, la région et l'ADEME pour ce partenariat au sein de l'animation territoire et transition de pays et quartiers de Nouvelle-Aquitaine. C'est la fin de ce webinaire. Un mot avant de vous quitter sur le prochain événement en présentiel qui est le Forum des développeurs où on parlera justement de dialogue territorial qui a été mis en avant par Cédric avec d'autres mots à l'instant, qui se déroule les 12 et 13 juin prochains à Mont-de-Marsan. Donc une journée et demie dédiée à l'ingénierie des territoires pour venir échanger, se rencontrer et travailler ensemble aux apports du dialogue territorial dans les transitions et dans les projets de territoire. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.